Le cavalier est tombé inconscient après la dernière montée. Mais lorsque tout le monde s'est éloigné, le cheval s'est approché lentement. Et ce qu'il a fait devant lui a arrêté tout le rodéo. L'aube se levait paresseusement sur les marais de Camargue, ses premiers rayons caressant la surface miroitante des étangs. Dans une roulotte usée par le temps, Amélie Dubois ouvrait les yeux, accueillant un nouveau jour avec la même routine immuable. Elle s'étira lentement, ses membres engourdis par une nuit passée sur une paillasse trop fine. Dehors, les oiseaux des marais entamaient leur concert matinal. Elle fit bouillir de l'eau sur un petit réchaud à gaz et prépara un thé avec des herbes sauvages qu'elle avait cueillies la veille. Mélisse, thym sauvage et un soupçon de lavande. L'infusion dégageait un parfum qui lui rappelait sa grand-mère, celle qui lui avait transmis ses connaissances avant que tout ne disparaisse dans les flammes. Amélie porta la tasse ébréchée à ses lèvres et ferma les yeux. 13 années s'étaient écoulées, mais les images revenaient parfois avec une clarté terrifiante. Les cris, l'odeur âcre de la fumée, les caravanes qui s'embrasaient les unes après les autres, et cette petite fille de 9 ans, elle-même, tirée des flammes par un voisin, tandis que le reste de sa famille, elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Inutile de revivre cette nuit-là. Les policiers avaient à peine pris des notes, murmurant entre eux que ces incendies dans les camps gitans étaient probablement accidentels, comme si la haine qui les avait précédés n'existait pas. Amélie jeta un œil à ses maigres provisions. Le peu d'argent qui lui restait ne suffirait pas pour la semaine. Il fallait trouver du travail, encore une fois. 1 heure plus tard, elle marchait le long d'un sentier boueux qui serpentait entre les étangs. Le ciel s'était dégagé, révélant un bleu intense typique de la Provence. Au loin, un mouvement attira son attention. Des silhouettes blanches se détachaient contre l'horizon, les célèbres chevaux de Camargue, semi-sauvages, qui paissaient dans ces marais depuis des siècles. Amélie s'immobilisa, retenant son souffle. Elle s'accroupit lentement dans les hautes herbes, attentive à ne faire aucun bruit. Les chevaux continuèrent leur repas, apparemment inconscients de sa présence. Pourtant, l'oreille d'une jument pivota dans sa direction, puis la tête entière de l'animal se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne bougea pendant plusieurs minutes. C'était un dialogue silencieux, une reconnaissance mutuelle. Finalement, Amélie se permit un léger mouvement, changeant simplement de position pour soulager ses jambes engourdies. La jument renâcla doucement, mais ne s'enfuit pas. Les autres chevaux levèrent la tête, évaluèrent la situation, puis retournèrent tranquillement à leur pâturage. Ce n'était pas la première fois qu'Amélie observait ainsi ces créatures. Dans sa solitude forcée, elle avait développé une patience infinie. Elle pouvait rester immobile pendant des heures, juste pour gagner la confiance d'un animal sauvage. Cette communion silencieuse était le seul moment où elle se sentait vraiment en paix. Midi approchait quand elle arriva au marché d'Arles. L'animation contrastait violemment avec le calme des marais. Les étals colorés débordaient de fruits, légumes, fromages et herbes aromatiques. L'air était chargé d'odeurs de pain frais et d'épices. « Attention à vos sacs, la gitane est là », murmura une voix suffisamment forte pour qu'Amélie l'entende. Elle baissa les yeux et continua son chemin, habituée à ces remarques. Devant l'étal de Marie, la maraîchère, elle s'arrêta pour acheter quelques carottes. La femme déplaça ostensiblement sa caisse pendant qu'Amélie fouillait dans sa poche pour en extraire quelques pièces. « 3 carottes, s'il vous plaît », demanda-t-elle doucement. Marie prit les légumes avec des doigts pinces, comme si le simple contact avec Amélie pouvait la contaminer, puis les emballa rapidement dans un morceau de journal. « 50 centimes, dit-elle sèchement. Amélie savait que le prix habituel était de 30 centimes, mais elle ne protesta pas. Elle déposa les pièces sur le comptoir plutôt que dans la main tendue de la vendeuse et prit son paquet. « Merci, madame. » Plus loin dans le marché, une élégante dame d'un certain âge observait la scène. Contrairement aux autres habitants, madame Rousseau ne détournait jamais le regard quand elle croisait Amélie. Au contraire, elle la saluait poliment, comme n'importe quel autre résident d'Arles. Aujourd'hui, elle s'approcha délibérément. « Bonjour Amélie », dit-elle avec un léger sourire. « Comment allez-vous par ce beau temps ?»« Bien, madame Rousseau, je vous remercie », répondit Amélie, surprise comme toujours par cette courtoisie inhabituelle. « J'ai entendu dire que le Haras du Soleil cherche du personnel », continua la veuve. « Pour le ménage principalement. Cela pourrait vous intéresser ?»
Amélie hésita. Le haras du Soleil était le plus prestigieux élevage de chevaux de la région, propriété de Philippe Laroche, un homme d'affaires influent connu pour son mépris envers les gens du voyage. « Je ne pense pas qu'il m'embaucherait, madame. »« Claude, leur gérant, est un vieil ami, » répondit madame Rousseau. « Présentez-vous demain matin, dites que vous venez de ma part. Et peut-être… » Elle baissa légèrement la voix. « Peut-être serait-il préférable de ne pas mentionner vos origines. » Le lendemain, Amélie se présenta aux imposantes grilles du haras du Soleil. Elle avait emprunté des vêtements à une connaissance, une simple robe bleue, propre et sans les broderies typiques de sa culture. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en un chignon strict. Elle avait soigneusement répété, effaçant les inflexions caractéristiques de son accent romani. Claude, un homme aux cheveux gris et au visage buriné par le soleil, l'accueillit avec une curiosité bienveillante. « Alors, c'est vous que madame Rousseau recommande? D'où venez-vous ?»« D'Avignon, monsieur, » mentit Amélie. « Je suis orpheline et je cherche du travail. » Il l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Nous avons besoin de quelqu'un pour nettoyer les écuries et aider aux tâches quotidiennes. Le travail est dur, mais le salaire est correct. Suivez-moi, je vais vous montrer. » Le haras était un autre monde. Des bâtiments impeccables s'alignaient le long d'allées parfaitement entretenues. Des boxes spacieux abritaient des pur-sangs magnifiques, dont la valeur dépassait tout ce qu'Amélie pourrait jamais espérer posséder. Les palefreniers s'affairaient, brossant, nourrissant, exerçant ces animaux de prix. « Voici l'écurie principale, » expliqua Claude. « Et là-bas, les paddocks d'entraînement. Votre travail consistera principalement à nettoyer les boxes, balayer les allées et parfois aider à transporter le fourrage. » Amélie hocha la tête, s'efforçant de masquer son émerveillement devant tant de luxe. « Et cette écurie là-bas » demanda-t-elle, désignant un bâtiment légèrement à l'écart des autres. Le visage de Claude s'assombrit. « L'écurie de la mort, comme l'appellent certains ici. Je vous conseille de vous en tenir éloigné. Pourquoi? Un nouvel étalon, un andalou noir, acheté à prix d'or en Espagne. Il a déjà envoyé 3 palefreniers à l'hôpital. Une vraie bête sauvage. » La curiosité d'Amélie était piquée, mais elle n'insista pas. À la fin de la visite, Claude lui offrit le poste, avec un salaire modeste, mais qui représentait une fortune pour elle. « Vous commencez demain, 6 heures, » conclut-il. « Ne soyez pas en retard. » Son premier jour fut épuisant. Les box étaient nombreux, la litière lourde à transporter, et les autres employés la traitaient avec une indifférence glaciale. À midi, elle s'isola derrière une grange pour manger son sandwich, seule. « Il paraît qu'il vient d'une arène de corrida », disait une voix masculine de l'autre côté du mur. « Le cavalier est mort, piétiné. Il n'aurait jamais dû acheter cette bête. »« Monsieur Laroche pense qu'il peut tout dompter avec de l'argent », répondit une autre voix. « Mais ce cheval a le diable en lui. » Amélie tendit l'oreille, comprenant qu'il parlait de l'étalon andalou. « J'ai entendu le patron discuter avec le gérant », continua le premier homme. « Si personne ne peut le dresser avant le grand rodéo d'Arles, il sera vendu à l'abattoir. 3 semaines pour dresser ce monstre? Impossible. » Le soir venu, tous les employés quittèrent rapidement le haras. Amélie termina de balayer la dernière allée, puis hésita. La curiosité était trop forte. Elle se dirigea discrètement vers l'écurie isolée. L'intérieur était plus sombre que les autres bâtiments, l'air chargé d'une tension palpable. Au fond, dans le box le plus grand, elle aperçut une silhouette imposante. L'étalon andalou était d'un noir profond, comme taillé dans l'obsidienne. Sa robe luisante contrastait avec les cicatrices visibles sur ses flancs et son dos. Quand il tourna la tête vers elle, Amélie fut saisie par son regard, à la fois féroce et terrifiée, une combinaison qu'elle ne connaissait que trop bien. L'animal renâcla bruyamment, reculant jusqu'au fond de son box, les oreilles plaquées en arrière en signe d'agressivité. Amélie resta immobile à distance respectueuse. Elle observa attentivement sa posture, la tension dans ses muscles, la façon dont il évaluait continuellement l'espace entre eux. « Je comprends », murmura-t-elle finalement en romani, la langue que sa grand-mère lui avait enseignée. « Ils nous traitent aussi comme ça. » Elle s'assit lentement sur le sol du couloir, à plusieurs mètres du box. L'étalon l'observait, méfiant. Amélie commença à fredonner doucement,
une mélodie ancienne que son père chantait lors des veillées autour du feu. Sa voix était basse, apaisante, à peine plus qu'un murmure. Le temps s'écoula. Amélie continuait de chanter, sans bouger, sans exiger quoi que ce soit de l'animal. Petit à petit, l'étalon cessa de renâcler. Ses oreilles, toujours méfiantes, n'étaient plus complètement plaquées contre son crâne. Près d'une heure passa ainsi, dans ce dialogue silencieux entre deux êtres blessés par la vie. Finalement, Amélie se leva lentement. L'étalon se raidit immédiatement. « Je reviendrai », promit-elle doucement. Puis, dans un geste que tout dresseur aurait jugé suicidaire, elle tendit sa main ouverte à travers les barreaux. L'étalon recula d'abord, puis, curieusement, fit un pas en avant, puis un autre. Avec une lenteur délibérée, il approcha son museau de la main tendue. Amélie ne respirait plus. Le temps semblait suspendu. Enfin, le souffle chaud de l'animal caressa sa paume, un contact si léger qu'il en était presque imperceptible, mais qui signifiait tout. « Mon Dieu !» murmura une voix derrière elle. Amélie se retourna vivement. Claude se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu ça », continua-t-il, stupéfait. « Il n'est pas violent », répondit doucement Amélie, sans quitter l'étalon des yeux. « Il se protège juste du prochain coup. »« Il n'est pas violent », répondit doucement Amélie, sans quitter l'étalon des yeux. « Il se protège juste du prochain coup. » Claude s'avança prudemment, fasciné par ce qu'il venait de voir. Il observa longuement Amélie, puis l'étalon noir qui, étonnamment, n'avait pas reculé malgré l'arrivée d'une nouvelle personne. Le vieil homme semblait peser ses mots, comme s'il hésitait à partager une confidence. « Cette chanson que vous fredonniez, commença-t-il finalement. Elle me rappelle quelque chose. Un air très ancien. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle s'écarta lentement du box, craignant soudain d'avoir révélé trop d'elle-même. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, » murmura-t-elle, ses doigts serrant nerveusement le balai qu'elle avait posé contre le mur. « J'ai terminé mon travail pour aujourd'hui. Je dois partir. » Claude pencha légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vous n'avez pas à avoir peur. J'ai travaillé avec un dresseur gitan il y a 30 ans, Marcel Reinhardt. Il chantait des mélodies similaires aux chevaux les plus difficiles. » Amélie resta figée, partagée entre la méfiance et le soulagement. Pendant des années, dissimuler ses origines avait été une question de survie. « J'ai besoin de ce travail, monsieur, » dit-elle simplement. « Et le haras a besoin de personnes qui comprennent les chevaux, » répondit Claude. Il jeta un regard vers l'étalon andalou. « Ce que j'ai vu ce soir, c'était extraordinaire. Cet animal a envoyé 3 hommes à l'hôpital, et pourtant il vous a laissé approcher. » Le lendemain matin, Amélie arriva au haras bien avant l'aube. Claude l'attendait déjà près du portail secondaire, une lanterne à la main. « Vous avez une demi-heure, » chuchota-t-il en lui ouvrant la porte. « Les autres palefreniers n'arrivent pas avant 6 heures. Soyez prudente avec lui. » L'écurie était plongée dans la pénombre, à peine éclairée par les premières lueurs du jour filtrant à travers les lucarnes poussiéreuses. Cheval Noir, c'était ainsi que tout le monde l'appelait faute de connaître son véritable nom, s'agita dès qu'il perçut sa présence. Comme la veille, Amélie s'assit à distance respectueuse. Cette fois, elle sortit de sa poche une petite flûte en bois poli. L'instrument avait appartenu à son père, miraculeusement sauvé de l'incendie. Elle commença à jouer, une mélodie simple et répétitive aux notes douces comme une berceuse. Dans le silence de l'écurie, la musique semblait flotter, s'enrouler autour des poutres centenaires, caresser les murs. Cheval Noir agita la tête, ses oreilles pivotant constamment vers la source du son. Ses naseaux frémirent, aspirant l'air pour capturer l'odeur de cette humaine étrange, qui ne se comportait comme aucun autre. Amélie se souvint de son père, assis devant leur caravane, jouant cette même mélodie pour apaiser un vieux cheval de cirque nerveux. « Les chevaux entendent ce que nous ne disons pas », lui expliquait-il. « Ils lisent de notre cœur mieux que nos mots. » Après 20 minutes, elle rangea sa flûte et se leva lentement. Cette fois, l'étalon ne recula pas. Il l'observait avec une curiosité méfiante, mais sans l'hostilité de la veille. « À demain », murmura-t-elle avant de quitter l'écurie. Les jours suivants établirent une routine.
Aube et crépuscule devinrent des moments sacrés, dédiés à cette étrange communion. Claude arrangeait toujours les horaires pour qu'Amélie puisse passer ses instants seule avec l'étalon, pendant que les autres employés étaient absents. Une semaine après leur première rencontre, Amélie remarqua des traces fraîches sur le flanc de Cheval Noir, des marques de cravache, profondes et encore sensibles. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle doucement en romani, sachant pertinemment qu'un nouveau dresseur était venu tenter sa chance avec l'animal. L'étalon frémit lorsqu'elle s'approcha du box. Pour la première fois, elle osa entrer dans son espace, laissant la porte ouverte derrière elle, une voie d'échappement pour tous les deux. Le grand cheval noir recula jusqu'au mur opposé, muscles tendus, prêt à charger. Amélie ne bougea pas. Elle se mit à chanter, plus doucement encore que d'habitude. « Je sais comment ça fait », murmura-t-elle entre deux couplets, « quand il te blesse juste parce que tu es différent. » Lentement, presque imperceptiblement, la tension dans le corps de l'animal diminua. Après ce qui sembla une éternité, Amélie tendit la main, paume ouverte. Cheval Noir hésita, puis avança d'un pas. Avec une délicatesse surprenante pour une créature aussi puissante, il effleura ses doigts de son museau velouté. « Tu vois, » sourit-elle, « nous avançons. » Ce soir-là, en quittant le haras, elle remarqua qu'un jeune garçon l'observait depuis le muret qui bordait la propriété. Il disparut dès qu'elle tourna la tête dans sa direction. Dans les jours qui suivirent, les progrès furent lents mais constants. Cheval Noir acceptait maintenant qu'Amélie reste dans son box pendant de longues périodes. Il tolérait qu'elle touche son encolure, bien qu'il tressaillît encore violemment si elle tentait d'examiner les cicatrices profondes qui marquaient son dos. Un matin, Claude l'accueillit avec une expression exceptionnellement grave. « Monsieur Bastien arrive aujourd'hui », annonça-t-il. « C'est le 3e spécialiste que Monsieur Laroche engage pour dresser l'Andalou. Les 2 précédents ont abandonné. » À midi, Amélie observa discrètement la scène depuis le hangar à foin. Monsieur Laroche, propriétaire du haras, un homme élégant d'une 50aine d'années au regard acéré, guidait un visiteur vers l'écurie isolée. « Cet animal m'a coûté une fortune », expliquait-il d'une voix autoritaire. « Je me fiche de la méthode que vous utiliserez, mais je veux qu'il soit prêt pour le grand rodéo. C'est dans 3 semaines exactement. » Le dresseur, un homme trapu aux avant-bras couverts de cicatrices, hocha la tête avec assurance. « J'ai dompté des étalons plus sauvages en Andalousie. Parfois, il faut leur montrer qui est le maître. » Cachée dans l'ombre, Amélie sentit son estomac se nouer. Cette nuit-là, elle se faufila dans l'écurie bien après l'heure de fermeture. Claude lui avait laissé une clé, un geste de confiance qui la touchait profondément. Elle trouva Cheval Noir agité, nerveux. De nouvelles marques rouges striaient ses flancs. L'animal hennit douloureusement lorsqu'elle s'approcha. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-elle, la gorge serrée par la colère. Elle remarqua un licol accroché au mur, simple, sans les morts sévères que préféraient les dresseurs traditionnels. Une idée germa dans son esprit. Avec une lenteur délibérée, elle prit le licol et s'approcha de l'étalon. « Je ne te forcerai pas, » promit-elle. « Mais si tu me fais confiance, peut-être pourrons-nous montrer à ces hommes qu'il existe une autre voie. » Cheval Noir renâcla, méfiant. Amélie commença à jouer de sa flûte, la mélodie familière envahissant l'espace entre eux. Puis, elle tendit le licol, attendant. Le miracle se produisit presque imperceptiblement. L'étalon abaissa légèrement sa tête massive, permettant à Amélie de glisser doucement le licol autour de son chanfrein. Pas une fois elle ne le força. Pas un geste brusque ne vint briser la fragile confiance qui s'était établie. « Tu vois », murmura-t-elle, caressant délicatement son encolure. « Ensemble, nous sommes plus forts que leur cruauté. » Le lendemain matin, Claude ne put dissimuler son étonnement lorsqu'il découvrit l'étalon portant paisiblement le licol qu'Amélie avait laissé en place. « C'est incroyable », murmura-t-il. « 3 hommes n'ont pas réussi à l'approcher assez pour lui mettre un licol, même avec des cordes et des entraves. » Plus tard dans la journée, Claude suggéra discrètement à Monsieur Laroche qu'Amélie semblait avoir un don avec l'Andalou récalcitrant. « La fille de ménage ?» ricana le propriétaire. « Ne soyez pas ridicule, Claude. Ce cheval a besoin d'un professionnel, pas d'une souillon qui balaie le fumier. » Un samedi, en faisant ses courses au marché d'Arles, Amélie remarqua des regards différents posés sur elle.
Marie, la maraîchère qui habituellement surveillait étroitement ses marchandises quand elle approchait, lui sourit timidement. « Vous travaillez au haras du soleil maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Mon neveu dit que vous parlez aux chevaux. » Amélie s'immobilisa, surprise. « Votre neveu ?» ?»« Étienne. Il grimpe parfois sur le mur du fond pour observer les chevaux. Il vous a vu avec le grand noir. Il dit que vous chantez pour lui et qu'il vous écoute comme s'il comprenait chaque mot. » Le secret n'en était plus un. Au fil des jours, Amélie perçut des changements subtils dans l'attitude des villageois. Certains la regardaient toujours avec méfiance. Des siècles de préjugés ne s'effacent pas en quelques semaines. Mais d'autres semblaient intrigués, presque respectueux. Un matin, elle trouva un petit sac de carottes fraîchement cueillies devant la porte de sa roulotte, avec une simple note « Pour votre ami noir ». Le lendemain, c'était un bouquet d'herbes aromatiques que les chevaux apprécient particulièrement. Puis des pommes soigneusement choisies, déposées anonymement. La connexion entre Amélie et Cheval Noir continuait de s'approfondir, mais leur relation connaissait aussi des revers. Un jour, alors qu'un palefrenier tentait d'entrer dans le box pendant qu'Amélie nettoyait la litière, l'étalon paniqua soudainement. Il se cabra, manquant de peu d'atteindre Amélie avec ses sabots avant. Elle recula calmement, sans geste brusque, attendant que l'animal se calme. Claude, qui avait assisté à l'incident, s'inquiéta pour sa sécurité. « Il aurait pu vous tuer, » dit-il, le visage pâle. « C'est normal, » répondit Amélie, observant l'étalon qui soufflait nerveusement dans le coin de son box. « La confiance ne se construit pas en ligne droite. J'ai mes cicatrices aussi. Certains jours, je ne supporte pas non plus qu'on m'approche. » Un soir d'orage, alors que la pluie battante martelait le toit de sa roulotte, Amélie ne put trouver le sommeil. Une inquiétude viscérale la tenaillait. Elle savait combien les orages terrifiaient certains chevaux, et Cheval Noir, avec son passé traumatique dans les arènes espagnoles, devait être particulièrement vulnérable. Sans hésiter, elle s'habilla et sortit dans la nuit déchaînée. Le chemin jusqu'au haras fut pénible, la pluie glacée s'infiltrant sous ses vêtements, la boue rendant chaque pas laborieux. Lorsqu'elle atteignit enfin l'écurie, trempée jusqu'aux os, des hennissements désespérés confirmèrent ses craintes. Cheval Noir était en pleine crise de panique. Il tournait frénétiquement dans son box, se jetant contre les parois, ses yeux exorbités reflétant une terreur primitive. Chaque éclair, chaque roulement de tonnerre intensifiait sa frayeur. Sans réfléchir aux conséquences, Amélie ouvrit la porte du box et se glissa à l'intérieur. C'était dangereux. Un animal de cette taille, dans cet état, pouvait la piétiner sans même s'en rendre compte. Elle s'accroupit dans un coin, se faisant aussi petite que possible, et commença à chanter doucement. Au début, l'étalon semblait ne pas l'entendre, perdu dans sa panique. Mais progressivement, sa voix pénétra le voile de terreur. Il ralentit sa course effrénée, jetant des regards furtifs vers cette présence humaine familière. Un éclair particulièrement violent illumina l'écurie, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre assourdissant qui ébranla la structure même du bâtiment. Amélie ferma instinctivement les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Au lieu de s'enfuir ou de se cabrer, Cheval Noir s'était rapproché d'elle. Plus encore, il s'était positionné au-dessus d'elle, son corps massif formant un bouclier protecteur. Ce geste inattendu brisa quelque chose en Amélie. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle laissa ses larmes couler librement, enfouissant son visage contre l'encolure chaude de l'animal. Ensemble, ils restèrent ainsi durant toute la tempête, deux âmes blessées trouvant réconfort dans leur vulnérabilité partagée. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent les nuages dissipés, Claude et deux palefreniers découvrirent une scène qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Amélie, profondément endormie, sa tête reposant contre le flanc de Cheval Noir qui se tenait debout, paisible et vigilant, comme un gardien silencieux. « Les gens parlent », prévint Claude, glissant à Amélie un morceau de papier indiquant un horaire plus matinal pour sa visite le lendemain. Laroche ne sera pas content quand il découvrira qu'une gitane dompte son précieux investissement. Mais quelque chose me dit que ce cheval n'acceptera que vous, et le rodéo approche. « Les gens parlent », prévint Claude,
glissant à Amélie un morceau de papier indiquant un horaire plus matinal pour sa visite le lendemain. Laroche ne sera pas content quand il découvrira qu'une gitane dompte son précieux investissement, mais quelque chose me dit que ce cheval n'acceptera que vous, et le rodéo approche. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Amélie alors qu'elle traversait les marais brumeux à l'aube suivante. Le ciel s'éclaircissait lentement, peignant les étangs de Camargue de teintes rosées et dorées. Elle marchait d'un pas déterminé, sa flûte soigneusement enveloppée dans un foulard, quelques carottes fraîches dans sa poche, un cadeau anonyme trouvé devant sa porte. Claude l'attendait déjà près de la petite entrée latérale, son visage buriné plus sérieux que d'habitude. « Faites vite », murmura-t-il en lui ouvrant la porte. « J'ai vu Monsieur Bastien arriver tôt. Il veut essayer un nouveau type de mort avant que Monsieur Laroche n'arrive. » Le cœur d'Amélie se serra. Ce matin, elle avait un objectif précis. Tenter de placer un licol simple sur cheval noir, sans contrainte ni violence. Si elle réussissait, peut-être pourrait-elle convaincre Claude, et par extension, Laroche, qu'il existait une alternative aux méthodes brutales. L'écurie était silencieuse, baignée dans la lumière douce du matin filtrant par les lucarnes poussiéreuses. Cheval Noir l'accueillit par un hennissement bas, presque un murmure équin. Ses oreilles, autrefois constamment plaquées en arrière, pointaient maintenant vers l'avant quand elle approchait, un signe de reconnaissance et d'intérêt. « Bonjour mon beau », chuchota Amélie en romanie, sortant le licol de cuir souple qu'elle avait emprunté au harnachement. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau. » Elle entra dans le box sans précipitation, ses mouvements fluides et prévisibles. L'étalon la suivait des yeux, attentif mais moins méfiant qu'auparavant. Amélie commença par lui offrir une carotte, qu'il accepta délicatement de ses lèvres veloutées. Puis, elle leva lentement le licol, le laissant voir et sentir l'objet. « C'est juste du cuir », expliqua-t-elle doucement. « Il ne te fera pas mal. » Cheval Noir renifla le harnais, puis recula légèrement. Amélie ne le suivit pas, respectant sa réticence. Elle attendit, simplement, fredonnant la mélodie familière qui était devenue leur langage secret. Après quelques minutes, l'animal s'avança à nouveau, poussé par la curiosité. Cette fois, il permit à Amélie d'approcher le licol de sa tête. Avec des gestes d'une infinie douceur, elle glissa la lanière de cuir par-dessus ses oreilles, ajustant la tétière sans jamais tirer ni forcer. « Voilà », murmura-t-elle, caressant son chanfrein. « Tu vois ? Le monde ne s'écroule pas. » Claude, qui observait discrètement depuis l'entrée de l'écurie, laissa échapper une exclamation étouffée. Il s'approcha lentement, incrédule. « C'est extraordinaire, » dit-il à voix basse. « Nous avons essayé pendant des semaines. 3 hommes étaient nécessaires pour le maintenir, et même ainsi, c'était dangereux. Et vous l'avez fait sans même le toucher presque. » Amélie sourit modestement. Il avait juste besoin qu'on lui laisse le choix. Plus tard ce matin-là, alors qu'Amélie balayait l'allée principale, elle aperçut Claude en grande conversation avec Monsieur Laroche près des paddocks d'entraînement. Le vieil homme gesticulait avec animation, pointant occasionnellement vers l'écurie isolée. Elle ne pouvait entendre leurs paroles, mais l'expression incrédule puis dédaigneuse de Laroche était éloquente. « La fille de ménage ?» La voix du propriétaire porta soudain jusqu'à elle. « Ne soyez pas ridicule, Claude. Ce que nous avons besoin ici, c'est d'autorité, pas de chansonnette. » Le cœur d'Amélie se serra, mais elle n'était pas surprise. Des hommes comme Laroche ne voyaient le monde qu'en termes de domination, les forts contrôlant les faibles, les riches dirigeant les pauvres, les civilisés méprisant les sauvages. Dans son univers, une gitane ne pouvait pas posséder un savoir digne de considération. L'après-midi, M. Bastien arriva avec un équipement impressionnant, mort à levier, éperon pointu, cravache à lanières multiples. Amélie, qui nettoyait une stalle voisine, dut se mordre la langue pour ne pas protester quand elle entendit le dresseur expliquer sa méthode. « Il faut briser leur volonté d'abord », affirmait-il avec assurance. « Ces Andalous sont têtus, mais une fois qu'ils comprennent qui est le maître, ils deviennent dociles comme des agneaux. » Cette nuit-là, Amélie ne put dormir. Allongée sur sa paillasse dans sa roulotte, elle fixait le plafond de bois usé, imaginant Cheval Noir seul dans son box, confronté à de nouvelles douleurs le lendemain.
La confiance fragile qu'ils avaient construite pourrait-elle survivre à ces méthodes brutales? Le jour suivant confirma ses craintes. Quand elle arriva au haras, des hennissements furieux résonnaient depuis l'écurie isolée. Plusieurs hommes, y compris M. Bastien, sortaient en trombe du bâtiment. Le dresseur saignait d'une entaille au bras. « Cette bête est possédée !» criait-il, tandis qu'un palefrenier l'aidait à bander sa blessure. « Jamais vu un cas pareil !» Dès qu'elle put s'éclipser de ses tâches, Amélie se faufila jusqu'au box de Cheval Noir. L'étalon était agité, nerveux, ses yeux roulant dans leurs orbites. Le licol qu'elle avait placé la veille avait disparu, remplacé par des marques rouges sur son chanfrein et sa bouche. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-elle, le cœur serré. Elle n'osa pas entrer immédiatement. Aujourd'hui, l'animal semblait revenu à son état initial, méfiant, prêt à attaquer. Amélie s'assit simplement à l'extérieur du box et commença à jouer de sa flûte, attendant patiemment que la musique pénètre le voile de peur et de douleur. Il fallut presque 1 heure avant que Cheval Noir ne s'approche des barreaux, son souffle chaud venant caresser les doigts d'Amélie lorsqu'elle tendit la main. C'était comme recommencer depuis le début, un pas en arrière après plusieurs en avant. « C'est normal », expliqua-t-elle plus tard à Claude qui s'inquiétait de cette régression. « La confiance ne se construit pas en ligne droite. J'ai mes cicatrices aussi. » Les jours suivants établirent un schéma douloureux. Chaque progrès qu'Amélie réalisait avec Cheval Noir pendant leurs moments privés était systématiquement défait par les méthodes agressives des dresseurs officiels. Pourtant, elle refusait d'abandonner, revenant inlassablement, recommençant le patient travail de reconstruction. Un soir, alors qu'elle quittait le haras après une session particulièrement encourageante, où l'étalon avait accepté un licol et même quelques pas à ses côtés dans le box, Amélie remarqua qu'elle était suivie. Un petit groupe d'enfants du village l'observait à distance, chuchotant entre eux avec animation. « C'est elle, entendit-elle, la fille qui parle aux chevaux. » Étienne, le neveu du boulanger qu'elle avait déjà aperçu près du mur d'enceinte, semblait être le meneur. Quand il réalisa qu'Amélie les avait repérés, il s'approcha timidement. « Mademoiselle, est-ce vrai que vous chantez pour le Cheval Noir et qu'il danse pour vous ?» Amélie sourit, amusée par l'exagération. « Il ne danse pas encore, mais nous devenons amis. »« Pourquoi les autres n'y arrivent pas ?» demanda une petite fille aux tresses blondes. « Parce qu'ils essaient de prendre sans demander ?» répondit simplement Amélie. « Ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis, n'est-ce pas ?» Les enfants acquiescèrent solennellement, cette logique imparable résonnant dans leur propre expérience du monde. Le lendemain matin, Amélie trouva un petit panier devant sa roulotte. Il contenait des pommes soigneusement sélectionnées, quelques carottes fraîches et un bouquet de lavande sauvage. Une note maladroite l'accompagnait. « Pour votre ami à 4 pattes. Il mérite d'être heureux. » Ce n'était pas la première offrande anonyme, mais elle semblait marquer un tournant. Au marché, Amélie remarqua des regards différents, certains toujours méfiants, mais d'autres curieux, presque respectueux. Marie, la maraîchère qui autrefois surveillait étroitement ses marchandises quand Amélie approchait, l'interpella directement. « J'ai mis de côté ces carottes pour vous, » dit-elle, tendant un petit sac. « Elles sont plus douces, mes chevaux les préfèrent. »« Vos chevaux ?»« Mon père élevait des Camargues, » expliqua Marie. « Je sais reconnaître quelqu'un qui comprend ces animaux. » Cette nuit-là, le ciel de Provence s'assombrit rapidement. Des nuages lourds s'amoncelèrent au-dessus des marais, et bientôt le grondement lointain du tonnerre fit vibrer l'air. Amélie, qui avait vécu toute sa vie en extérieur, sentait l'orage arriver bien avant les premières gouttes. Une inquiétude grandissante l'envahit. Les chevaux, particulièrement ceux au passé traumatique comme Cheval Noir, pouvaient paniquer violemment pendant les tempêtes. Sans réfléchir, elle enfila sa veste et sortit dans la nuit qui s'annonçait tumultueuse. La pluie commença à tomber alors qu'elle était à mi-chemin du haras. D'abord quelques gouttes éparses, puis un rideau dense et glacial. Le vent s'était levé, courbant les roseaux des marais, transformant le chemin familier en parcours d'obstacles bourbeux. Trempée jusqu'aux os, Amélie poursuivait sa route, guidée par une préoccupation viscérale pour l'animal qui, elle le savait, devait être terrorisé. Lorsqu'elle atteignit enfin l'écurie, des hennissements désespérés confirmèrent ses craintes. Les chevaux étaient agités, mais aucun ne montrait la détresse de Cheval Noir.
L'étalon se jetait contre les parois de son box, ses yeux exorbités reflétant une terreur primordiale. Sans hésiter, ignorant tous les avertissements de prudence, Amélie ouvrit la porte du box et se glissa à l'intérieur. C'était dangereux. Un animal de cette taille, dans cet état, pouvait la tuer d'un simple mouvement paniqué. Elle s'accroupit dans un coin, se faisant aussi petite que possible, et commença à chanter doucement. Au début, l'étalon semblait ne pas l'entendre, perdu dans sa panique. Il continuait de tourner frénétiquement, ses sabots frappant violemment le sol, son corps massif frôlant dangereusement les murs du box étroit. Amélie ne bougea pas. Sa voix s'éleva, plus claire, chantant une berceuse ancienne que sa grand-mère lui fredonnait les nuits d'orage, quand petite fille, elle aussi tremblait de peur. Progressivement, presque imperceptiblement, Cheval Noir ralentit sa course effrénée. Ses oreilles pivotèrent vers elle, captant la mélodie qui s'élevait au-dessus du vacarme de la tempête. Un éclair déchira le ciel, illuminant brutalement l'écurie à travers les lucarnes. Le tonnerre explosa presque instantanément, secouant la structure même du bâtiment. Amélie ferma instinctivement les yeux, attendant la réaction paniquée de l'animal. Ce qui se produisit défia toutes ses attentes. Au lieu de s'enfuir ou de se cabrer, Cheval Noir s'approcha d'elle. Plus extraordinaire encore, il se positionna au-dessus d'Amélie, son corps massif formant un bouclier protecteur entre elle et la tempête qui faisait rage. Ce geste inattendu, cet instinct de protection venant d'un animal que tous considéraient comme dangereux et imprévisible, brisa quelque chose en Amélie. La digue qui retenait 13 années de chagrin, de solitude et de lutte, céda soudainement. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle laissa ses larmes couler librement, enfouissant son visage contre l'encolure chaude de l'animal. « Nous sommes pareils, toi et moi », murmura-t-elle en romani, sa voix à peine audible sous les assauts de la pluie sur le toit. Seuls contre le monde. Ils restèrent ainsi durant toute la tempête, la jeune femme et l'étalon noir, deux âmes blessées trouvant réconfort dans leur vulnérabilité partagée. Petit à petit, épuisée par les émotions et bercée par la chaleur de l'animal, Amélie glissa dans un sommeil profond, sa tête reposant contre le flanc de Cheval Noir. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent à travers les nuages dissipés, Claude et deux palefreniers, venus vérifier les dégâts potentiels de l'orage, découvrirent une scène qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Amélie, profondément endormie, blottie contre Cheval Noir qui se tenait debout, paisible et vigilant, comme un gardien silencieux veillant sur un trésor précieux. « Impossible », murmura l'un des palefreniers les plus expérimentés en contemplant la scène, tandis que Claude souriait discrètement, sachant que désormais même Monsieur Laroche ne pourrait nier le don spécial de la jeune gitane. Ignorant que le propriétaire du haras observait la même scène depuis les ombres, ses yeux froids calculant non pas comment valoriser ce talent, mais comment l'exploiter. Monsieur Laroche observait la scène depuis les ombres, ses yeux froids calculant non pas comment valoriser ce talent, mais comment l'exploiter. Les jours suivants, Amélie sentit que quelque chose avait changé au haras. Les regards que lui lançaient les palefreniers étaient différents, un mélange de curiosité et de respect, teinté parfois d'une méfiance renouvelée. La nouvelle de sa nuit passée avec Cheval Noir s'était répandue comme une traînée de poudre, transformée et embellie à chaque récit, prenant des allures de légende locale. Un matin particulièrement lumineux, alors qu'elle guidait Cheval Noir dans le paddock intérieur, une avancée majeure qu'ils avaient accomplie ensemble, Amélie aperçut une silhouette immobile dans l'ombre du grand chêne. Monsieur Laroche l'observait, son visage impassible révélant peu de ses pensées. Elle continua son travail, faisant mine de ne pas l'avoir remarqué, mais son cœur battait plus vite. Elle savait que cet homme pouvait décider de son avenir, et plus important encore, de celui de Cheval Noir. L'étalon andalou, sensible comme toujours aux émotions d'Amélie, perçut sa tension. Ses oreilles pivotèrent nerveusement, et il ralentit son pas, soudain méfiant. Amélie lui murmura des mots rassurants en romani, caressant légèrement son encolure. « C'est rien, mon beau », chuchota-t-elle. « Continue comme ça. » Le plus extraordinaire dans leur relation était qu'aucune bride, aucune longe ne reliait la jeune femme à l'animal. Cheval Noir la suivait librement, répondant à des indications si subtiles qu'elles semblaient invisibles aux observateurs.
Un léger mouvement de sa main, une inclinaison de son corps, parfois juste un regard. C'était leur langage secret, construit dans le silence des aubes et des crépuscules. Ce matin-là, Amélie lui demanda plus qu'auparavant, consciente du regard scrutateur de Laroche. Elle le guida dans un cercle parfait, puis dans un 8, finalement le faisant s'arrêter et reculer de quelques pas avant de s'immobiliser. L'étalon exécuta chaque mouvement avec une grâce qui contrastait violemment avec la créature terrifiée et agressive qu'il avait été. Lorsqu'elle quitta enfin le paddock, Laroche avait disparu. Amélie relâcha la tension qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Cheval Noir lui donna un léger coup de museau, comme pour la réconforter. « Je sais, » sourit-elle. « Tu as été parfait. » Elle ne fut donc pas entièrement surprise quand, en milieu d'après-midi, la secrétaire de M. Laroche vint la trouver alors qu'elle balayait l'allée principale. « Monsieur Laroche veut vous voir immédiatement dans son bureau », annonça la femme d'un ton sec. Le bureau principal du haras reflétait parfaitement la personnalité de son propriétaire, imposant, impeccablement rangé, chaque objet semblant calculé pour impressionner. Des trophées équestres étincelaient dans une vitrine massive, tandis que des photographies encadrées montraient Laroche serrant la main de personnalités politiques et de célébrités. Amélie, dans ses vêtements de travail simples et usés, se sentit immédiatement déplacée sur le tapis persan qui couvrait le sol. Laroche était assis derrière un bureau en acajou massif, signant des documents avec un stylo qui coûtait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il sans lever les yeux. « J'ai observé votre travail avec l'Andalou ce matin. » Amélie attendit, incertaine de la direction que prendrait cette conversation. Claude n'exagérait pas, continua Laroche, posant enfin son stylo pour la regarder. « Vous avez un don certain avec les animaux difficiles. »« Merci, monsieur, » répondit-elle simplement. « Cependant, votre rôle ici était celui de femme de ménage, n'est-ce pas? Non pas de dresseuse. » Son ton restait parfaitement cordial, mais quelque chose dans ses yeux mit Amélie mal à l'aise. « Je constate que vous avez pris des libertés considérables. Je voulais juste aider, » murmura-t-elle. Cet animal souffrait. Laroche fit un geste dédaigneux de la main, comme pour balayer une pensée insignifiante. Quoi qu'il en soit, vous avez rendu un service précieux au haras du Soleil. Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe qu'il poussa vers elle. Voici votre paiement avec un petit bonus. Vos services ne seront plus nécessaires. Amélie fixa l'enveloppe sans la toucher, son cœur se serrant douloureusement. Et Cheval Noir ? Demanda-t-elle, refusant de prendre l'argent. Mon neveu Jean-Philippe, champion national d'équitation, arrive demain pour préparer l'animal pour le grand rodéo, répondit Laroche avec un sourire satisfait. Votre travail est terminé. Mais... Amélie hésita, cherchant ses mots. Monsieur, cet animal n'est pas prêt pour être monté. Il commence à peine à faire confiance. Si votre neveu essaie de le monter maintenant, avec des méthodes traditionnelles, des méthodes éprouvées, mademoiselle, coupa Laroche. Jean-Philippe a formé des champions. Il saura parfaitement gérer la situation. Amélie comprit que la décision était prise. Avec un nœud dans la gorge, elle se leva lentement. « Puis-je au moins lui dire au revoir ?» Laroche consulta sa montre, visiblement ennuyé. « 5 minutes. Puis je veux que vous quittiez la propriété. » Les jambes tremblantes, Amélie traversa le haras une dernière fois, évitant le regard des palefreniers qui semblaient déjà au courant de son renvoi. Devant le box de Cheval Noir, elle s'arrêta, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. L'étalon s'approcha immédiatement des barreaux, poussant doucement son museau contre sa joue humide. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en romani, caressant son chanfrein. « J'ai essayé de t'aider, mais je ne peux plus rester. » Pendant ces précieuses minutes finales, elle lui parla comme à un ami, lui expliquant qu'elle ne l'abandonnait pas par choix, lui demandant d'être fort. Puis, avec un dernier regard déchirant, elle s'arracha à ce lieu qui, étrangement, était devenu comme un foyer. La nouvelle de son renvoi se répandit rapidement dans Arles. Le lendemain matin, alors qu'elle tentait de trouver du travail au marché, Marie de la banca de légumes l'interpella. « C'est vrai ce qu'on raconte ? Laroche vous a mise à la porte après tout ce que vous avez fait pour son cheval ?» Amélie acquiesça silencieusement. « Quelle honte !»
s'indigna Marie, attirant l'attention des commerçants voisins. Ce cheval était comme fou avant vous. Même mes neveux savent ça. À la surprise d'Amélie, plusieurs personnes s'attroupèrent, partageant son indignation. Le boulanger, dont le fils Étienne avait souvent observé ses sessions avec Cheval Noir, secoua la tête avec dégoût. « Typique de ces riches », grommela-t-il. « Ils prennent ce qui les arrange et jettent le reste. » Dans les jours qui suivirent, Claude vint discrètement visiter Amélie dans sa roulotte, lui apportant des nouvelles inquiétantes du haras. « Jean-Philippe est arrivé avec tout un arsenal », expliqua le vieil homme, assis sur la marche branlante de la caravane. Éperon, cravache, mort de bride sévère. Il dit que l'animal doit apprendre sa place. « Comment va Cheval Noir ?» demanda Amélie, le cœur serré. Claude secoua tristement la tête. « Mal. Il refuse toute approche. Jean-Philippe a essayé de le monter aujourd'hui, avec 4 hommes pour le maintenir. L'étalon s'est presque tué en se jetant contre les parois du box. Le neveu de Laroche était connu dans le monde équestre pour ses méthodes expéditives et ses résultats rapides. Champion de dressage, il avait la réputation de pouvoir casser n'importe quel cheval récalcitrant. Son arrivée au haras avait été annoncée comme l'événement qui transformerait enfin Cheval Noir en attraction du rodéo. La réalité fut tout autre. Lors de sa première tentative d'approche, l'animal que tous croyaient apaisé par Amélie redevint la créature terrifiée et dangereuse des premiers jours. Jean-Philippe, arrogant et impatient, refusa d'adapter sa méthode. « Ce cheval a besoin d'apprendre qui commande », déclara-t-il après avoir presque été désarçonné lors d'un exercice de monte forcée. « Apportez-moi l'équipement complet de contrôle. » Pour Amélie, chaque jour loin de Cheval Noir était une torture. Elle se réveillait la nuit, croyant entendre ses hennissements de détresse à travers la plaine. Plusieurs fois, elle tenta de retourner au haras, mais les gardes avaient reçu des ordres stricts. La gitane n'était plus autorisée à entrer. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une journée de petits travaux glanés ici et là, elle trouva sa roulotte entourée de visiteurs inattendus. Marie était là, avec le boulanger et son fils Étienne, ainsi que plusieurs autres villageois qu'elle connaissait vaguement du marché. « Nous voulons vous aider », annonça Marie sans préambule. « Ce qu'ils font à ce cheval n'est pas juste, et ce qu'ils vous ont fait non plus. »« C'est gentil », répondit Amélie, touchée mais sceptique. « Mais que pouvez-vous faire ? Laroche est l'homme le plus puissant de la région. Nous sommes peut-être petits séparément, intervint le boulanger, mais ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix. » Ce fut le début d'une résistance inattendue. Des pétitions circulèrent parmi les habitants et les commerçants d'Arles. Claude organisa discrètement une lettre signée par presque tous les employés du haras, témoignant des résultats exceptionnels obtenus par Amélie et des méthodes brutales actuellement employées. Pendant ce temps, la situation de Cheval Noir empirait. Selon les informations que Claude et d'autres employés sympathisants faisaient parvenir à Amélie, l'animal refusait de s'alimenter correctement et portait de nouvelles blessures chaque jour. « Il va le détruire », dit Claude avec gravité lors d'une visite nocturne. « Et quand l'animal sera devenu complètement incontrôlable, Laroche aura son excuse pour l'envoyer à l'abattoir, à moins que nous trouvions un moyen de l'en empêcher. » Amélie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle connaissait Cheval Noir mieux que quiconque, son intelligence, sa sensibilité, mais aussi sa fierté indomptable. Face à la violence persistante, il choisirait la résistance jusqu'au bout, même si cela signifiait sa propre destruction. Dans sa roulotte solitaire, à la lueur vacillante d'une bougie, elle serra contre elle la vieille flûte de son père. Une idée germait dans son esprit, audacieuse, peut-être folle, mais peut-être la seule chance de sauver l'animal qui était devenu son ami le plus proche. « Il va détruire Cheval Noir », répéta Claude d'une voix grave. « Et quand l'animal sera devenu complètement incontrôlable, Laroche aura son excuse pour l'envoyer à l'abattoir, à moins que nous trouvions une façon de l'en empêcher. »« Il va détruire Cheval Noir », répéta Claude d'une voix grave. « Et quand l'animal sera devenu complètement incontrôlable, Laroche aura son excuse pour l'envoyer à l'abattoir, à moins que nous trouvions une façon de l'en empêcher. » Les paroles du vieil homme résonnèrent dans l'esprit d'Amélie bien après son départ. Allongée sur sa paillasse, elle fixait le plafond de sa roulotte où dansaient les ombres projetées par sa lampe à huile. Dehors, le vent de Camargue faisait grincer les essieux usés de son habitation précaire.
3 jours s'étaient écoulés depuis son renvoi. 3 jours d'impuissance et d'angoisse croissante. À l'aube, elle se leva, déterminée à tenter une nouvelle approche. Elle s'habilla rapidement et se rendit à pied jusqu'à l'imposante propriété du Haras du Soleil. Le garde posté à l'entrée principale la reconnut immédiatement. « Désolé, mademoiselle. Ordre strict de monsieur Laroche. Vous n'êtes plus admise ici. »« S'il vous plaît, » insista Amélie. « Je dois lui parler. C'est important. »« Impossible, » trancha l'homme. « Il est très occupé avec les préparatifs du rodéo. Partez maintenant, ou je serai obligé d'appeler les gendarmes. » Amélie recula, consciente que l'insistance ne mènerait à rien. Elle contourna la propriété, espérant apercevoir Cheval Noir dans un des paddocks, mais les hauts murs de pierre bloquaient toute vue. Au marché d'Arles, plus tard ce matin-là, Marie l'accueillit avec un visage sombre. « J'ai entendu des nouvelles du Haras », murmura la maraîchère, se penchant par-dessus son étal. « Mon neveu dit que les hennissements la nuit sont terribles. Le grand noir ne mange presque plus. » Amélie sentit son cœur se serrer. Cheval Noir était un animal fier. Sa résistance face à la brutalité prendrait inévitablement la forme d'un lent suicide. Il refuserait nourriture et eau plutôt que de se soumettre. « Ils utilisent des méthodes horribles, » poursuivit Marie, baissant encore la voix. Étienne a vu le neveu de Laroche avec une sorte de mort en acier qui coupe l'intérieur de la bouche. Il dit que c'est pour briser la résistance. Étienne, qui arrangeait des cajots à proximité, s'approcha timidement. « J'ai grimpé sur le mur hier soir, » avoua-t-il. Ils ont attaché ses pattes avec des chaînes pour l'empêcher de ruer. Il saignait. Ces mots frappèrent Amélie comme un coup physique. Elle s'appuya contre l'étal, soudain étourdie. L'image de Cheval Noir, entravé et saignant, se superposa dans son esprit à celle de sa propre famille, prisonnière des flammes 13 ans plus tôt. Encore une fois, elle se trouvait impuissante face à une souffrance qu'elle ne pouvait empêcher. « Il faut faire quelque chose », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses interlocuteurs. De retour dans sa roulotte, Amélie sortit une feuille de papier et commença à écrire fébrilement. Une lettre à Laroche, une autre au journal local d'Arles. Elle savait que ces mots auraient un peu de poids, mais le silence n'était plus supportable. Dehors, le ciel se couvrait, annonçant l'un de ces orages soudains typiques de la région. Un cognement discret à sa porte interrompit ses pensées. Surprise, peu de gens lui rendaient visite. Amélie ouvrit pour découvrir une femme élégante aux cheveux gris coiffés en chignon impeccable. Madame Rousseau se tenait sur le seuil, son parapluie fermé à la main malgré les premières gouttes de pluie. « Puis-je entrer, Amélie ?» demanda-t-elle avec une courtoisie qui contrastait vivement avec l'environnement modeste. Prise au dépourvu, la jeune femme s'écarta pour laisser passer sa visiteuse, soudain consciente du dénuement de sa demeure. La veuve observa l'intérieur de la roulotte sans commentaire, son regard s'attardant sur les petits détails personnels. Les herbes séchées suspendues aux poutres, les motifs peints à la main sur les rares meubles, la vieille flûte soigneusement posée sur une étagère. « Permettez-moi de me présenter correctement », commença Madame Rousseau, s'asseyant sur l'unique chaise qu'Amélie lui offrait. « Je suis Hélène Rousseau, et ma grand-mère était une manouche, comme vous. » La révélation laissa Amélie sans voix. Cette femme respectée, veuve d'un notable local, partageait ses origines. « J'ai dissimulé mes racines pendant des décennies, » continua Madame Rousseau, un sourire triste aux lèvres. « Mon défunt mari était juge. Il m'a appris que la justice ne vient pas toujours des tribunaux. » Un éclair illumina brièvement l'intérieur de la roulotte, suivi du grondement sourd du tonnerre. La pluie s'intensifia, martelant le toit métallique. « Je sais ce qui se passe au Haras, » poursuivit la veuve. « Et je connais aussi votre histoire, l'incendie qui a pris votre famille il y a 13 ans. Les autorités n'ont jamais vraiment cherché les responsables, n'est-ce pas ?» Amélie secoua la tête, la gorge nouée. « Je peux vous aider si vous me laissez faire », proposa Madame Rousseau. « Le maire d'Arles me doit quelques faveurs. Nous pourrions obtenir une audience. » Le lendemain matin, sous un ciel lavé par l'orage de la veille, une scène improbable se jouait dans le centre historique d'Arles. Amélie, vêtue de sa plus belle robe, offerte par Marie qui insistait qu'elle devait avoir l'air respectable, montait les marches de l'hôtel de ville aux côtés de Madame Rousseau. L'élégante veuve et la jeune gitane formaient un duo étrange,
qui attirait les regards curieux des passants et des fonctionnaires. Le maire, un homme corpulent au sourire politique bien rodé, les reçut dans son bureau après une courte attente. « Madame Rousseau, quel plaisir de vous voir !» s'exclama-t-il, ignorant ostensiblement Amélie. « En quoi puis-je vous être utile ?»« Nous sommes ici pour signaler un cas de maltraitance animale au Haras du Soleil », répondit directement la veuve, son ton cordial mais ferme. Le sourire du maire vacilla légèrement. « Une accusation sérieuse ?» murmura-t-il, jetant finalement un regard vers Amélie. « Et sur quelles preuves vous basez-vous » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Amélie exposa la situation avec une clarté surprenante. Elle décrivit les méthodes brutales employées, le déclin physique et psychologique de Cheval Noir, les témoignages recueillis auprès des employés du Haras et des habitants d'Arles. Le maire l'écouta avec une attention de façade, son malaise grandissant visiblement à chaque détail. Quand elle eut terminé, il se racla la gorge, cherchant ses mots. « Je comprends vos préoccupations », commença-t-il prudemment. « Mais M. Laroche est un citoyen exemplaire et l'un des plus importants employeurs de notre région. Ces accusations sont délicates. »« Délicates » répéta Madame Rousseau avec une douceur dangereuse. Imaginez comment la presse nationale réagirait à des histoires de cruauté animale cautionnées par la municipalité d'Arles, particulièrement avec le grand rodéo qui approche. Le maire pâlit légèrement, comprenant la menace implicite. Il se tourna vers la fenêtre, observant la place animée en contrebas, pesant visiblement ses options. « Je ne peux rien faire officiellement », admit-il finalement. « Mais le grand rodéo est un événement public. Ce qui s'y passera sera sous les yeux de tous. » Ces paroles, prononcées à mi-voix, contenaient un message que les deux femmes saisirent immédiatement. Le maire ne pouvait pas intervenir directement contre un homme aussi puissant que Laroche, mais il ne s'opposerait pas non plus à ce qui pourrait se produire pendant l'événement public. En quittant l'hôtel de ville, Amélie sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle à Madame Rousseau. « Maintenant, ma chère, nous allons rassembler nos alliés », répondit la veuve avec un sourire déterminé. Cette même après-midi, une réunion impromptue se tint dans l'arrière-boutique de la boulangerie d'Arles. Le lieu avait été choisi pour sa position centrale et sa discrétion. Autour de la grande table en bois habituellement utilisée pour pétrir le pain se trouvaient réunis Marie la maraîchère, le boulanger, et son fils Étienne, Claude qui avait risqué son emploi pour venir, 2 autres employés du Haras, et même le vétérinaire local qui avait soigné plusieurs chevaux de Laroche par le passé. « Nous devons agir pendant le rodéo », expliqua Amélie. « C'est notre seule chance. »« Mais comment ?» demanda Marie. « Les gardes ne vous laisseront même pas approcher. »« J'ai quelques idées, » intervint Claude. « La sécurité sera concentrée sur les entrées principales, mais je connais des passages moins surveillés. » Pendant plus d'1 heure, ils élaborèrent un plan audacieux. Madame Rousseau utiliserait son influence pour inviter des journalistes de Marseille, prétextant vouloir promouvoir l'événement. Marie et d'autres commerçants distribueraient discrètement des tracts parmi le public. Claude et les employés du Haras fourniraient des informations cruciales sur le déroulement précis de la journée. « Le numéro de Jean-Philippe est prévu à 15 heures exactement », précisa Claude. « C'est le moment où nous devrons agir. » Alors que la réunion se terminait et que chacun repartait avec ses missions, Amélie sentit un poids immense sur ses épaules. Tant de personnes risquaient leur réputation, leurs emplois, peut-être même davantage, pour l'aider, pour aider Cheval Noir. « Tu crois que ça marchera ?» demanda timidement Étienne, restant en arrière alors que les autres partaient. « Je l'espère », répondit Amélie, trop honnête pour offrir de fausses certitudes à l'adolescent. « Mais quoi qu'il arrive, nous aurons essayé. C'est mieux que de ne rien faire. » La veille du rodéo, alors que le soleil se couchait sur les marais de Camargue, Claude vint trouver Amélie à sa roulotte. Son visage était grave, ses épaules voûtées par la fatigue. « J'ai pu arranger 10 minutes, chuchota-t-il. Les gardes changent de tour à 21 heures. C'est risqué, mais c'est votre seule chance de le voir avant demain. » Le cœur battant, Amélie suivit le vieil homme à travers les marécages, empruntant un chemin détourné jusqu'à l'arrière du Haras. Une petite porte dans le mur d'enceinte, habituellement verrouillée, était entr'ouverte. « 10 minutes », répéta Claude. « Pas une seconde de plus. »
L'écurie était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par quelques lanternes. Amélie se dirigea immédiatement vers le box de Cheval Noir, retenant un cri d'horreur en découvrant l'état de l'animal. L'étalon avait perdu du poids. Son pelage autrefois luisant était terne et parsemé de nouvelles marques. Mais c'est dans ses yeux que le changement était le plus frappant. Ce regard autrefois fier, qui avait appris à faire confiance, était redevenu celui d'une bête traquée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, ouvrant lentement la porte du box. Cheval Noir recula instinctivement, puis hésita, ses naseaux frémissant alors qu'il captait son odeur familière. Un hennissement bas, presque inaudible, s'échappa de sa gorge. « C'est moi », chuchota Amélie en romani, s'approchant doucement. « Je suis là. » L'étalon s'avança timidement, comme s'il craignait que cette apparition ne soit qu'un mirage cruel. Quand Amélie posa sa main sur son chanfrein, il frémit puis se détendit sous la caresse, reconnaissant enfin celle qu'il avait traitée avec douceur. « Je suis désolée », murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis qu'elle examinait les nouvelles blessures sur son corps. « J'ai essayé de revenir plus tôt. J'ai essayé. » Pendant ces précieuses minutes, elle lui parla doucement, lui promettant qu'elle ne l'abandonnerait pas, que demain serait différent. Elle ignorait si l'animal comprenait ses mots, mais le ton de sa voix, la douceur de ses gestes, semblaient l'apaiser momentanément. Trop vite, Claude apparut à l'entrée du box. « Il faut partir maintenant », chuchota-t-il urgemment. Avec un dernier geste tendre, Amélie prit le visage de Cheval Noir entre ses mains, fixant ses yeux sombres. « À demain », promit-elle. Cette nuit-là, pendant que les habitants d'Arles dormaient, une coalition improbable se forma sur la place centrale. Commerçants locaux, employés du haras, résidents sympathiques à la cause et membres de la communauté gitane se réunirent dans l'ombre, planifiant non seulement d'interrompre le grand rodéo, mais de le transformer en un moment de vérité que toute la Provence n'oublierait jamais. Cette nuit-là, pendant que les habitants d'Arles dormaient, une coalition improbable se forma sur la place centrale. Commerçants locaux, employés du haras, résidents sympathiques à la cause et membres de la communauté gitane se réunirent dans l'ombre, planifiant non seulement d'interrompre le grand rodéo, mais de le transformer en un moment de vérité que toute la Provence n'oublierait jamais. L'aube du grand rodéo se leva sur une Arles méconnaissable. La ville antique, habituellement paisible, s'était métamorphosée en une fête vibrante. Des guirlandes colorées s'entrecroisaient au-dessus des rues pavées, tandis que des étals improvisés proposaient friandises et souvenirs aux visiteurs qui affluaient déjà des villages voisins. Les musiciens folkloriques s'installaient au coin des places, accordant leurs instruments pour les animations qui précéderaient l'événement principal. Dans sa roulotte, Amélie s'éveilla avant même les premiers rayons du soleil. Elle n'avait guère dormi, son esprit tournant sans cesse autour du plan qu'ils avaient élaboré. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle préparait un thé d'herbe, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Aujourd'hui, elle jouerait son va-tout pour Cheval Noir. À quelques kilomètres de là, l'effervescence régnait également au haras du soleil. Des palefreniers en uniforme s'affairaient autour des box, préparant les chevaux qui participeraient aux différentes démonstrations. Monsieur Laroche, impeccablement vêtu d'un costume clair, supervisait personnellement les derniers préparatifs. Il s'arrêta devant le panneau principal qui annonçait en lettres dorées « Jean-Philippe Laroche dompte Cheval Noir, l'esprit indomptable de l'Andalousie. »« Parfait », murmura-t-il, ajustant légèrement le cadre. « Ce sera le clou du spectacle. » Pendant ce temps, dans les écuries temporaires installées près de l'arène, Jean-Philippe criait des ordres à ses assistants. Le jeune homme, habituellement si soigné, avait les traits tirés par la tension. Malgré 3 semaines d'entraînement intensif, Cheval Noir résistait toujours à sa volonté. « Serrez cette sangle plus fort », ordonna-t-il à un palefrenier qui préparait l'équipement. « Et assurez-vous que le mort soit bien en place. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. » Dans son box temporaire, Cheval Noir se tenait immobile, la tête basse. L'animal magnifique qui avait retrouvé une étincelle de vie sous les soins d'Amélie semblait l'avoir perdu à nouveau. Son pelage noir, autrefois luisant comme l'obsidienne, était terne et parsemé de marques récentes. Ses flancs s'étaient creusés,
témoignant de repas à peine touchés. Mais c'était dans son regard que le changement était le plus frappant. Ses yeux ne reflétaient plus ni peur ni colère, seulement une résignation vide qui était peut-être plus inquiétante encore. Un vétérinaire engagé pour l'événement s'approcha du box, fronçant les sourcils en observant les talons. Il vérifia rapidement ses constantes vitales, puis se tourna vers Jean-Philippe. « Ce cheval est épuisé et stressé », déclara-t-il avec une franchise professionnelle. « Je ne recommande pas une présentation aujourd'hui. » Jean-Philippe balaya l'objection d'un geste impatient. « Il sera parfait avec des sédatifs. Juste assez pour le contrôler, pas pour l'engourdir complètement. » Le vétérinaire hésita, visiblement mal à l'aise, mais le regard glacial du neveu de Laroche le dissuada d'insister. Avec un soupir résigné, il prépara la dose minimale qu'il jugeait acceptable. À l'autre bout de la ville, dans un petit café proche de l'arène, Amélie retrouvait ses alliés pour une dernière mise au point. Madame Rousseau, élégante comme toujours malgré l'heure matinale, présentait deux hommes à l'allure sérieuse. « Voici messieurs Bertrand et Mercier », expliqua-t-elle. « Ils sont journalistes à la Provence de Marseille. Ils s'intéressent particulièrement aux questions de bien-être animal. » Les deux hommes saluèrent Amélie avec une curiosité évidente. Ils avaient entendu parler de la fille qui parle aux chevaux, mais semblaient surpris de trouver une jeune femme si modestement vêtue. « Madame Rousseau nous a raconté votre histoire, » dit le plus âgé. « Si ce que vous prévoyez fonctionne aujourd'hui, nous assurerons que votre message atteigne bien au-delà d'Arles. » Marie arriva à son tour, portant un sac en toile rempli de petits feuillets imprimés à la hâte. 50 exemplaires, annonça-t-elle fièrement. La vérité sur Cheval Noir. Cruauté n'est pas divertissement. Claude fut le dernier à les rejoindre, visiblement nerveux. Il jeta des regards inquiets autour de lui avant de s'asseoir. « Le spectacle de Jean-Philippe sera le 5e numéro, » murmura-t-il. « Exactement à 15 heures. J'ai vérifié le dispositif de sécurité. 4 gardes aux entrées principales, 2 près des écuries temporaires. Avec une précision militaire, ils répartirent les tâches. Les tracts seraient distribués discrètement à des spectateurs choisis, concentrés autour du centre de l'arène. Plusieurs alliés étaient positionnés stratégiquement dans les gradins, prêts à amplifier le message d'Amélie. Claude fournirait l'accès et la diversion nécessaires au moment crucial. Quand la réunion s'acheva, Amélie regagna sa roulotte, son esprit rejouant chaque détail du plan. Elle répétait mentalement chaque étape, anticipant les obstacles potentiels, cherchant des solutions de repli. La journée avançait, et le soleil de midi baignait maintenant Arles d'une lumière dorée. L'arène historique, vestige de la présence romaine, accueillait un flot constant de spectateurs. Des familles s'installaient sur les gradins de pierre, des enfants excités pointaient du doigt les premiers cavaliers qui paradaient en costume traditionnel. Dans les coulisses, M. Laroche recevait des invités de marque, principalement des politiciens locaux et quelques célébrités régionales attirées par le prestige de l'événement. « Cette année, nous avons préparé quelque chose d'exceptionnel », expliquait-il avec une satisfaction évidente. « Un étalon andalou sauvage, dompté par mon neveu en seulement quelques semaines. Une démonstration parfaite de ce que notre haras peut accomplir. » Pendant ce temps, à l'abri des regards, Amélie recevait une visite inattendue. Un homme âgé se tenait devant sa roulotte, son visage buriné par le soleil contrastant avec la blancheur de ses cheveux. Elle reconnut immédiatement Marcel, l'ancien dresseur gitan dont Claude lui avait parlé. « Claude m'a parlé de vous, » dit-il simplement en guise de salutation. « Il dit que vous avez le don que nous pensions perdu. » Amélie l'invita à entrer, touchée par cette visite qui semblait presque prémonitoire. Marcel observa l'intérieur modeste de la roulotte, son regard s'arrêtant sur la vieille flûte posée sur une étagère. « Celle-ci appartenait à votre père ?» demanda-t-il. Amélie acquiesça, surprise. Marcel sortit alors de sa veste un étui en cuir usé. Il l'ouvrit délicatement pour révéler une flûte d'os jaunie par le temps, mais magnifiquement sculptée de motifs en spirale. « Celle-ci appartenait à mon grand-père, et au grand-père de son grand-père avant lui, » expliqua-t-il. « Notre peuple a toujours compris que les chevaux ne sont pas faits pour être brisés, mais pour être écoutés. » Il tendit l'instrument à Amélie, qui le prit avec révérence. « Je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas un cadeau, » l'interrompit doucement Marcel. « C'est un prêt, pour aujourd'hui. » Il s'assit sur l'unique tabouret de la roulotte,
ses yeux sombres fixant Amélie avec intensité. La vraie doma n'est pas une question de contrôle, mais d'abandon mutuel. Le cheval choisit son partenaire autant que vous le choisissez. Pendant l'heure qui suivit, Marcel enseigna à Amélie une mélodie spécifique, plus ancienne et plus complexe que celle qu'elle connaissait déjà. Ses doigts calleux guidaient les siens sur les trous de la flûte. « Cette chanson est la plus ancienne que nous connaissions », expliqua-t-il. « Les chevaux de Camargue la reconnaissent dans leur sang. Elle parle de liberté et de choix, pas de soumission. » À mesure que le soleil déclinait vers l'ouest, Amélie maîtrisait progressivement la mélodie. Ses notes plaintives s'échappèrent par la fenêtre ouverte, portées par la brise jusqu'au marais où les chevaux sauvages relevaient instinctivement la tête. « Maintenant, vous êtes prête », déclara finalement Marcel en se levant. « Souvenez-vous, ce n'est pas vous qui sauverez ce cheval aujourd'hui. C'est lui qui se sauvera lui-même. Vous lui offrez simplement le choix. » Le vieil homme partit comme il était venu, silencieusement, laissant derrière lui la précieuse flûte et une Amélie transformée par cette rencontre. Elle continua de pratiquer la mélodie jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce que ses doigts la jouent d'eux-mêmes, jusqu'à ce que les notes deviennent une extension de sa respiration. Loin de là, dans son box temporaire près de l'arène, Cheval Noir leva soudainement la tête, ses oreilles dressées avec attention. À travers la nuit, porté par une brise capricieuse, un fragment de mélodie avait atteint ses sens aiguisés. Quelque chose d'ancien et de familier, quelque chose qui parlait directement à la part sauvage et libre que les hommes n'avaient pas réussi à briser. Pour la première fois depuis des jours, l'étalon s'approcha de l'abreuvoir et but longuement. L'aube du jour décisif trouva Amélie déjà éveillée. Elle rangea soigneusement la flûte dans sa besace, puis sortit d'un coffre en bois une robe qu'elle n'avait pas portée depuis la mort de sa mère. Le tissu rouge et noir, orné de broderies traditionnelles gitanes, semblait presque trop vif après des années passées à se fondre dans la grisaille pour éviter l'attention. Elle hésita un instant, puis l'enfila résolument. Aujourd'hui, elle ne se cacherait plus. Elle se regarda dans le petit miroir ébréché, ajustant les plis de la robe, tressant ses longs cheveux noirs avec des rubans colorés. Une coutume de son peuple pour les jours importants. Dehors, le soleil se levait sur un paysage de marais scintillant. Amélie ferma sa roulotte et murmura doucement vers l'horizon. « Aujourd'hui, mon ami, quel que soit le résultat, tu ne seras pas seul dans l'arène. Nous affronterons le monde ensemble. Aujourd'hui, mon ami, quel que soit le résultat, tu ne seras pas seul dans l'arène. Nous affronterons le monde ensemble. » Le soleil de midi écrasait l'arène d'Arles de sa lumière implacable. Les gradins de pierre, vestiges millénaires de la présence romaine, débordaient d'une foule bigarrée venue des quatre coins de la Provence. Familles endimanchées, touristes curieux, notables locaux, tous s'étaient rassemblés pour le grand rodéo, événement phare du calendrier estival. Amélie se faufilait parmi les spectateurs, méconnaissable dans sa robe traditionnelle gitane. Les couleurs vives et les broderies ancestrales, qu'elle avait si longtemps dissimulées par crainte des préjugés, attiraient maintenant des regards, certains admiratifs, d'autres méfiants. Elle repéra Marie qui distribuait discrètement des tracts, Claude posté près d'une entrée latérale et plusieurs autres alliés dispersés stratégiquement dans la foule. Dans la tribune d'honneur, M. Laroche circulait avec aisance parmi les invités de marque, rayonnant de confiance. Sa voix portait jusqu'au premier rang lorsqu'il s'adressait au maire et à d'autres notables. « Ce que vous verrez aujourd'hui, annonçait-il avec emphase, est la parfaite démonstration du domaine de l'homme sur la nature sauvage. Mon haras représente l'excellence provençale. » Amélie détourna le regard, écœurée par cette arrogance si familière. Elle se positionna près d'une des entrées de service, échangeant un signe discret avec un palefrenier complice. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait vibrer dans sa gorge. Pendant ce temps, dans les écuries temporaires installées derrière l'arène, Jean-Philippe vérifiait une dernière fois son apparence. Vêtu d'un costume traditionnel provençal richement orné, il ajustait son chapeau devant un miroir portatif. « Parfait », murmura-t-il, satisfait de son reflet. « Aujourd'hui, toute la Provence saura qui est le véritable maître des chevaux. » À quelques mètres de là, un vétérinaire terminait d'injecter un sédatif à Cheval Noir. L'animal se tenait immobile, son regard voilé par la drogue qui commençait à faire effet. Deux assistants ajustaient sur lui un harnachement complexe,
Mort sévère, rênes courtes et sangles ventrales serrées au maximum. L'étalon, autrefois si fier, semblait n'être plus que l'ombre de lui-même, sa magnifique crinière noire tressée et domptée comme le reste de son être. Les effets dureront environ 1 heure, expliqua le vétérinaire en rangeant sa seringue. Suffisamment pour la présentation, pas assez pour qu'il paraisse léthargique aux yeux du public. Jean-Philippe hocha la tête avec satisfaction. Parfait. Il sera docile mais toujours impressionnant. Exactement ce dont j'ai besoin. Dans l'arène, le spectacle avait commencé. Des cavaliers en costume traditionnel exécutaient des figures complexes sur leurs montures, récoltant des applaudissements nourris. La garde à cheval d'Arles présenta ensuite une parade impeccable, suivie par un numéro de voltige équestre qui laissa le public admiratif. Amélie observait tout cela d'un œil distrait, son attention fixée sur l'horloge de la tour adjacente. 15 heures approchaient inexorablement. À chaque minute qui passait, son appréhension grandissait. Et si leur plan échouait? Si personne ne l'écoutait? Si Cheval Noir était trop drogué pour réagir? La voix du maître de cérémonie résonna soudain dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous, Jean-Philippe Laroche domptera l'indomptable esprit de l'Andalousie. » Un murmure d'anticipation parcourut la foule. Les portes latérales de l'arène s'ouvrirent, et 2 palefreniers apparurent, guidant Cheval Noir. L'étalon avançait d'un pas lent, presque mécanique, sa tête majestueuse, inhabituelle basse. Même sous l'effet des sédatifs, sa beauté restait saisissante, sa robe noire captant et renvoyant la lumière du soleil comme un miroir d'obsidienne. Amélie sentit son cœur se serrer en voyant les nouvelles marques sur ses flancs. La façon dont ses yeux, autrefois si expressifs, semblaient maintenant vides et distants. « Qu'ont-ils fait de toi ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Jean-Philippe fit son entrée sous les applaudissements. Il salua la foule avec des gestes grandiloquents, tournant sur lui-même pour s'assurer que tous admiraient son costume et sa prestance. Puis, avec un sourire confiant, il s'approcha de l'étalon, exagérant chaque mouvement pour impressionner le public. « Vous allez assister à la victoire de la volonté humaine sur l'esprit sauvage », annonça-t-il, sa voix portée par le système sonore. C'était le moment. Amélie prit une profonde inspiration, puis, de toute la puissance de sa voix, elle cria « Ce n'est pas un spectacle, c'est une torture ». Son cri transperça le silence expectant comme une flèche. Pendant une seconde interminable, rien ne se passa. Puis, comme prévu, d'autres voix s'élevèrent de différents points des gradins. « Libérez ce cheval ! Arrêtez la cruauté ! Montrez les marques sur son corps !» Des tracts volèrent dans l'air, certains atterrissant dans l'arène même. La confusion se propagea rapidement parmi les spectateurs, beaucoup se tournant pour identifier la source de ces protestations. Jean-Philippe, décontenancé par cette interruption, perdit momentanément sa contenance. Son visage passa de la surprise à la colère en quelques secondes. Déterminé à reprendre le contrôle de la situation, il monta brusquement sur Cheval Noir, tirant violemment sur les rênes pour redresser la tête de l'animal. « Continuons le spectacle !» cria-t-il au maître de cérémonie, enfonçant ses éperons dans les flancs du cheval. Ce fut cette douleur soudaine, cette agression brutale, qui sembla percer le voile des sédatifs. Cheval Noir, dont les instincts de survie étaient plus profonds que n'importe quelle drogue, réagit avec une explosion de panique et de rage. En une fraction de seconde, l'animal léthargique se transforma en une tornade de muscles et de fureur. L'étalon se cabra violemment, puis enchaîna une série de ruades si puissantes que même un cavalier expérimenté n'aurait pu rester en selle. Jean-Philippe, pris totalement au dépourvu, fut projeté dans les airs avant de retomber lourdement sur le sable de l'arène. Sa tête heurta le sol avec un bruit sourd et un filet de sang commença immédiatement à couler de son front. Des cris d'horreur s'élevèrent des tribunes. Des secouristes et des gardes se précipitèrent dans l'arène pour porter assistance au cavalier inconscient, tandis que d'autres tentaient désespérément d'attraper Cheval Noir qui galopait maintenant en cercle furieux, ses yeux exorbités par la panique. La confusion était totale. Des spectateurs se levaient, certains cherchant à fuir, d'autres se penchant pour mieux voir le drame qui se déroulait. Laroche hurlait des ordres incohérents depuis la tribune officielle, son visage déformé par la rage et l'inquiétude. Puis, au milieu de ce chaos, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cheval Noir, que tous s'attendaient à voir fuir ou attaquer,
ralentit progressivement sa course effrénée. Avec une démarche presque délibérée, il s'approcha de Jean-Philippe étendu sur le sable. Les secouristes reculèrent instinctivement, craignant que l'animal ne piétine l'homme inconscient. Mais au lieu d'attaquer, l'étalon se positionna au-dessus du corps inerte, son corps massif formant une barrière protectrice entre le cavalier blessé et le chaos environnant. Ce geste, cet instinct de protection venant d'un animal que tous qualifiaient de monstre, créa un silence stupéfait dans l'arène entière. « Il protège le garçon !» s'exclama une voix incrédule dans la foule. Ce moment de grâce inattendue offrit à Amélie l'opportunité qu'elle attendait. Profitant de la distraction générale, elle enjamba rapidement la barrière et se précipita dans l'arène. Un garde tenta de l'intercepter, mais Claude et 2 autres employés du haras intervinrent promptement. « Laissez-la passer !» cria Claude. « Elle est la seule qui puisse contrôler l'animal. » Au centre de l'arène, sous le soleil impitoyable de la Provence, Amélie s'avança lentement vers Cheval Noir. Elle commença à chantonner doucement la mélodie ancienne que Marcel lui avait enseignée, ses notes claires s'élevant au-dessus du brouhaha qui s'estompait progressivement. L'effet sur Cheval Noir fut instantané. Ses oreilles, jusqu'alors plaquées contre son crâne en signe de détresse, pivotèrent immédiatement vers la source de cette musique familière. Sa respiration, rapide et saccadée, commença à ralentir. Ses yeux, encore dilatés par la peur et les sédatifs, cherchèrent frénétiquement dans la direction du son. « C'est moi, mon ami », dit doucement Amélie en s'approchant encore. « C'est moi ». Le public entier retenait son souffle tandis que la jeune femme en robe gitane s'avançait vers l'imposant étalon noir. En quelques secondes, ils se retrouvèrent face à face. La fille marginalisée et le cheval traumatisé, réunis sous les regards ébahis de toute la ville d'Arles. Avec un mouvement d'une fluidité presque surnaturelle, Amélie posa une main sur l'encolure de Cheval Noir, puis, dans un geste qui arracha des exclamations à la foule, elle monta sur son dos sans aucun équipement. L'animal, qui quelques minutes plus tôt semblait incontrôlable, se tenait maintenant parfaitement immobile, comme transformé par la présence de la jeune femme. Ensemble, ils s'approchèrent de Jean-Philippe, permettant aux secouristes de l'emporter en sécurité. Puis, sous le regard médusé de l'assistance, Amélie guida l'étalon dans un cercle parfait au centre de l'arène, une démonstration silencieuse de la puissance de la confiance face à la domination. Dans la tribune officielle, M. Laroche fulminait. « Arrêtez cette mascarade !» hurla-t-il à ses gardes. « Faites sortir cette gitane de mon arène immédiatement !» Mais ces paroles furent noyées sous une vague d'applaudissements spontanés qui s'élevait des gradins. Le public, d'abord choqué par l'accident, puis fasciné par l'intervention miraculeuse d'Amélie, exprimait maintenant ouvertement son admiration. Au milieu de cette ovation croissante, Madame Rousseau se leva dignement de sa place d'honneur. Son élégante silhouette imposait naturellement le respect, et lorsqu'elle prit la parole, sa voix claire porta étonnamment loin. « Voici le véritable esprit de Camargue », déclara-t-elle avec force. « Non pas la domination brutale, mais l'harmonie entre l'homme et l'animal. » Ces paroles déclenchèrent une nouvelle salve d'applaudissements, plus nourrie encore que la précédente. Des sifflets d'approbation retentirent, et même certains amis de Laroche dans la tribune officielle semblaient impressionnés par ce qu'ils venaient de voir. Tandis que la présentation touchait à son apogée, Amélie dirigea Cheval Noir directement devant la loge où Laroche observait, furieux. Elle arrêta l'animal avec un contrôle parfait et déclara d'une voix forte pour que tous l'entendent: « Cet animal n'est pas une machine pour votre profit, monsieur. Il a un esprit, une mémoire et un choix. Et aujourd'hui, devant toute la ville d'Arles, il a fait son choix. Cet animal n'est pas une machine pour votre profit, monsieur. Il a un esprit, une mémoire et un choix. Et aujourd'hui, devant toute la ville d'Arles, il a fait son choix. » Les mots d'Amélie résonnèrent dans l'arène soudain silencieuse. Face à elle, Laroche serrait les poings, son visage oscillant entre rage et humiliation. Mais ce moment de confrontation fut interrompu par une nouvelle vague d'applaudissements, plus puissante encore que la précédente. Des gradins s'élevaient des cris d'approbation et des sifflets admiratifs. Debout sur le sable de l'arène, la main posée sur l'encolure de Cheval Noir, Amélie sentit une émotion indescriptible l'envahir. Ce n'était pas simplement du soulagement ou de la fierté, c'était la sensation vertigineuse d'avoir brisé des chaînes invisibles. Les siennes, celles de l'animal,
et peut-être quelque chose de plus grand encore. Les jours qui suivirent transformèrent l'incident en légende locale. Dans les cafés d'Arles, dans les marchés, même dans les villages environnants, on ne parlait que de « la sorcière gitane et son cheval protecteur ». L'image de cette jeune femme en robe traditionnelle, montant sans selle ni bride un étalon que tous craignaient, était devenue un symbole puissant qui résonnait bien au-delà de l'événement lui-même. À la surprise d'Amélie, des journalistes de Marseille, puis de Paris, commencèrent à affluer dans sa modeste roulotte. Les articles se multipliaient, chacun ajoutant sa couche de romantisme à l'histoire. La belle et la bête version provençale. La fille qui murmure à l'oreille des chevaux. Le triomphe de la douceur sur la cruauté. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire », répétait invariablement Amélie face au micro et au carnet de notes. « J'ai simplement écouté ce qu'il essayait de dire. » Mais les médias ne s'intéressaient pas seulement à cette connexion inhabituelle entre humain et animal. Ils commençaient à creuser plus profondément, posant des questions sur les méthodes d'entraînement au Haras du Soleil, sur les pratiques traditionnelles de dressage, sur la façon dont les animaux de spectacle étaient traités. Certains journalistes plus investigateurs établissaient même des parallèles entre le traitement des chevaux et celui des communautés marginalisées comme les gitans. Une semaine après l'événement, des inspecteurs vétérinaires se présentèrent au Haras. Armés de mandats officiels, ils documentèrent méticuleusement les conditions de vie des animaux, les équipements utilisés, les méthodes d'entraînement. Des témoignages d'employés, y compris celui de Claude, vinrent corroborer les soupçons de maltraitance systémique. Dans son bureau somptueux, M. Laroche consultait frénétiquement ses avocats. Son visage habituellement impassible trahissait maintenant une inquiétude croissante. Ceci pourrait se transformer en procès criminel, avertit son conseiller juridique principal, feuilletant nerveusement un dossier épais. Les autorités cherchent un exemple à faire, et votre situation est devenue politiquement délicate. Laroche se massa les tempes, cherchant désespérément une issue. Sa réputation, son empire commercial, tout semblait soudain menacé par cette simple gitane et un cheval récalcitrant. Pendant ce temps, à l'hôpital d'Arles, Jean-Philippe se remettait lentement de sa chute. Une commotion cérébrale, quelques côtes fissurées et une profonde entaille au front nécessitant 12 points de suture. Ces blessures auraient pu être bien plus graves sans l'intervention protectrice de Cheval Noir. Amélie hésita longtemps devant la porte de sa chambre. Elle avait apporté quelques fleurs sauvages cueillies dans les marais, un geste simple qu'elle-même trouvait presque ridicule face aux circonstances. Finalement, elle frappa doucement. « Entrez », répondit une voix affaiblie. La chambre était lumineuse, envahie par des bouquets sophistiqués et des cartes de prompt rétablissement. Jean-Philippe, pâle et amaigri, était à peine reconnaissable sans son arrogance habituelle. Une large bande blanche entourait son front, contrastant avec les ecchymoses jaunâtres qui couvraient une partie de son visage. « Vous » murmura-t-il, visiblement surpris de voir Amélie. Elle resta près de la porte, incertaine. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Jean-Philippe observait Amélie avec une expression indéchiffrable, puis soupira profondément. « J'ai eu tort », admit-il finalement, les mots semblant lui coûter un effort considérable. « Mon oncle m'a toujours enseigné que dominer, c'est gagner. Que les chevaux, comme les hommes, doivent être soumis pour être utiles. » Il détourna le regard vers la fenêtre. « Vous avez prouvé qu'il existe un autre chemin. » Cette confession inattendue désarma complètement Amélie. Elle s'approcha lentement du lit, posant maladroitement les fleurs sauvages parmi les bouquets sophistiqués. « Cheval Noir vous a protégé, » dit-elle doucement. « Même après tout ce que vous lui avez fait subir. Les animaux comprennent la nuance entre la personne et ses actes. C'est une sagesse que nous avons souvent perdue. » Leur conversation, brève mais sincère, marqua un tournant inattendu. Lorsqu'elle quitta l'hôpital, Amélie sentit qu'un cercle invisible commençait à se refermer. Le lendemain matin, une réunion tendue se tenait dans le bureau du maire d'Arles. Madame Rousseau y avait orchestré une rencontre entre toutes les parties concernées. Laroche et ses avocats, le représentant des autorités vétérinaires, quelques conseillers municipaux influents, et bien sûr, Amélie. Le Haras du Soleil pourrait transformer ce désastre en une opportunité de redéfinir son image, proposa Madame Rousseau,
après que chacun eut exposé sa position. En soutenant un sanctuaire pour chevaux maltraités, par exemple. L'idée, lancée avec l'assurance tranquille d'une femme habituée aux négociations délicates, flotta dans la pièce comme une bouée de sauvetage inattendue. La Roche, qui jusqu'alors semblait fermée à toute concession, leva lentement les yeux vers Amélie. « Un sanctuaire ?» répéta-t-il, calculant visiblement les implications financières et médiatiques d'une telle initiative. « Sur les terres marécageuses en bordure de votre propriété », précisa Madame Rousseau. Avec Cheval Noir comme premier résident permanent, les négociations s'intensifièrent, abordant les questions pratiques, localisation exacte, financement initial, statut juridique du sanctuaire et bien sûr, le transfert de propriété de Cheval Noir. Amélie, peu habituée à ces joutes verbales sophistiquées, restait silencieuse, laissant Madame Rousseau défendre ses intérêts avec une habileté consommée. À midi, un accord préliminaire était établi. Amélie pourrait créer son sanctuaire sur 5 hectares de terres humides appartenant à la Roche, avec un financement de démarrage conséquent. En échange, les plaintes potentielles seraient abandonnées, et l'événement serait présenté au public comme une initiative conjointe bénéfique pour tous. L'après-midi même, Amélie visita le terrain proposé. C'était un espace sauvage et magnifique, bordant les marais de Camargue, avec des étangs peu profonds et des prairies naturelles parfaites pour des chevaux semi-sauvages. Suffisamment proches du haras pour être accessibles, mais clairement séparés, un symbole approprié de leur nouvelle relation. Marcel et plusieurs autres membres de la communauté gitane l'accompagnaient, évaluant le lieu avec l'œil expert de ceux qui vivent en harmonie avec la nature. « Cet endroit a une bonne énergie », déclara Marcel après avoir parcouru le terrain en tous sens. « Les chevaux seront heureux ici. Et les esprits de nos ancêtres aussi. » Une semaine plus tard, une cérémonie publique fut organisée sur la place principale d'Arles. Des journalistes et photographes se massaient autour d'une estrade improvisée où M. Laroche, en costume impeccable, s'apprêtait à remettre officiellement à Amélie les documents de propriété de Cheval Noir. Vêtue d'une robe gitane plus sobre mais toujours traditionnelle, Amélie se tenait droite face à l'homme qui, quelques jours plus tôt, avait tenté de la faire expulser de l'arène. Cheval Noir lui-même était présent, tenu par Claude à quelques mètres de là, sa présence vivante rappelant à tous la raison de cette assemblée. Laroche s'avança vers le microphone, son sourire professionnel parfaitement en place pour les caméras. « Le haras du soleil a toujours soutenu les méthodes innovantes, déclara-t-il avec une assurance feinte. Ce sanctuaire sera une extension naturelle de notre philosophie d'excellence équestre, alliant tradition et modernité, respect et performance. » Amélie observait ce discours calculé avec un regard sceptique. Mais elle accepta les documents avec dignité lorsqu'il les lui tendit sous les flashs des photographes. « Merci de reconnaître que Cheval Noir mérite une nouvelle vie », répondit-elle simplement, chaque mot soigneusement choisi pour éviter toute trace d'antagonisme public. Dans les semaines qui suivirent, le sanctuaire du cheval libre commença à prendre forme. Des volontaires de toute la région, villageois sympathisants, amoureux des chevaux, membres de la communauté gitane, se relayaient pour construire des abris simples mais confortables. Des clôtures basses délimitaient l'espace sans vraiment confiner les animaux, créant une transition douce entre captivité et liberté. Cheval Noir s'adaptait remarquablement bien à son nouvel environnement. Libéré des contraintes du haras, il explorait chaque jour un peu plus son territoire, redécouvrant des comportements naturels longtemps réprimés. Son pelage retrouvait progressivement son lustre d'obsidienne, et ses yeux cette étincelle d'intelligence vive qu'Amélie avait reconnue dès leur première rencontre. Un soir, alors qu'elle terminait de vérifier les nouvelles installations, Claude vint la rejoindre près de l'étang principal. Le vieil homme semblait préoccupé, son visage buriné plus grave que d'habitude. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « À propos du passé de Cheval Noir et de l'incendie qui a tué votre famille il y a 13 ans. » Amélie se figea, son cœur manquant soudain un battement. « Que voulez-vous dire ?» Claude sortit de sa poche une enveloppe jaunie. « J'ai découvert ces documents récemment, en rangeant d'anciens registres du haras. Au début, je n'ai pas fait le rapprochement, mais après avoir entendu votre histoire... » Les mains tremblantes, Amélie prit l'enveloppe. Le soleil couchant teintait le marais de nuances orangées et pourpres, transformant les eaux calmes en miroirs de feu.
un rappel trop vif des flammes qui avaient dévoré son enfance. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le passé de Cheval Noir, et sur l'incendie qui a tué votre famille, il y a 13 ans, je ne crois pas aux coïncidences, et vous méritez de connaître toute la vérité. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le passé de Cheval Noir, et sur l'incendie qui a tué votre famille il y a 13 ans. Je ne crois pas aux coïncidences, et vous méritez de connaître toute la vérité. Les doigts d'Amélie tremblèrent, en ouvrant l'enveloppe jaunie que Claude venait de lui remettre. Le soleil couchant projetait des lueurs orangées sur les documents qu'elle en extrayait, des papiers officiels jaunis par le temps, portant l'entête d'un cabinet d'avocats de Marseille. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, la gorge nouée par une appréhension soudaine. Claude s'assit lourdement sur un tronc d'arbre renversé, son visage buriné plus grave que jamais. Des documents concernant l'acquisition de plusieurs chevaux après la disparition d'un cirque gitan dans la région d'Arles. Un incendie, il y a 13 ans. Le sang d'Amélie se figea dans ses veines. « Le cirque de ma famille », souffla-t-elle. Elle parcourut les documents, ses yeux s'arrêtant sur des phrases qui semblaient bondir de la page pour la frapper. Consortium d'investisseurs pour l'acquisition des terres vacantes. Relogement définitif des occupants illégaux. Acquisition à prix réduit des actifs restants, incluant 6 chevaux de spectacle. Au bas d'une page, parmi une liste de noms formant ce consortium d'investisseurs, figurait celui de Philippe Laroche. « Ce n'était pas un accident », murmura Amélie, une vérité qu'elle avait toujours soupçonnée prenant enfin forme tangible. Il voulait être notaire, et nous étions dans leur chemin. Plus troublant encore, en tournant la dernière page, elle découvrit la photo d'un jeune poulain noir, identifié par un numéro et une marque distinctive sur l'antérieur droit, une petite étoile blanche partiellement visible sous la crinière. « Cheval Noir » souffla-t-elle, le puzzle s'assemblant avec une clarté douloureuse. Il appartenait à notre cirque. Cette révélation déclencha un tourbillon d'émotions contradictoires. La rage d'abord, une fureur ancestrale remontant des profondeurs de son être, exigeant justice et vengeance. Puis la douleur, ravivée par cette confirmation que la tragédie qui avait détruit sa vie n'était pas le fruit du hasard, mais d'une cupidité calculée. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de confusion. Le sanctuaire du cheval libre continuait de prendre forme, attirant déjà des visiteurs curieux et des bénévoles enthousiastes. Amélie s'occupait mécaniquement des tâches quotidiennes, souriant aux visiteurs, dirigeant les travaux d'aménagement, mais son esprit était ailleurs, déchiré entre le désir de justice et la peur des conséquences. 6 mois s'écoulèrent ainsi. Le sanctuaire s'était transformé au-delà des espérances d'Amélie. Ce qui n'était au départ qu'un projet modeste était devenu une véritable attraction alternative dans la région. Des enclos spacieux s'étendaient à perte de vue, offrant aux chevaux l'espace dont ils avaient besoin tout en permettant aux visiteurs de les observer respectueusement. Des sentiers aménagés serpentaient entre les prés et les zones humides, où des panneaux explicatifs éduquaient le public sur le comportement naturel des équidés et les méthodes non violentes d'interaction. Cheval Noir n'était plus seul. 5 autres rescapés l'avaient rejoint. Une jument boiteuse sauvée de l'abattoir, 2 chevaux de course réformés aux jambes fragilisées par des années de surentraînement, un vieux cheval de trait abandonné et un petit poney maltraité dont les yeux reflétaient encore la méfiance envers les humains. Par un matin ensoleillé de printemps, Amélie guidait un groupe d'étudiants vétérinaires venus observer ses méthodes de réhabilitation. Elle les conduisit vers un enclos circulaire où attendait une nouvelle arrivante, une jument alezane au regard terrorisé, récupérée la veille, dans un centre équestre qui fermait ses portes. Observée sans intervenir, instruisit-elle doucement les étudiants, qui prirent place silencieusement sur des bancs de bois à distance respectueuse. Amélie entra dans l'enclos et s'assit simplement au centre, sur une petite caisse retournée. Elle ne regardait pas directement la jument, ne tentait pas de l'approcher. Elle sortit sa flûte et commença à jouer une mélodie simple, répétitive, apaisante. Pendant presque 1 heure, elle resta ainsi, immobile hormis ses doigts sur l'instrument, créant un espace de sécurité et de choix. Progressivement, presque imperceptiblement, la jument se détendit. Son encolure s'abaissa légèrement, ses oreilles s'orientèrent vers la musique. Et finalement, dans un moment que les étudiants décrivirent plus tard comme « magique », l'animal s'approcha volontairement,
reniflant l'air autour d'Amélie, avant de s'éloigner à nouveau. Un premier pas minuscule mais essentiel vers la confiance. Ce que vous venez de voir, expliqua Amélie après la session, contredit des décennies de théories sur le dressage équin. Ces animaux ne sont pas des machines à conditionner. Ils ont une intelligence émotionnelle, une mémoire, une personnalité unique. Notre rôle n'est pas de les briser, mais de construire un langage commun. L'après-midi, un groupe différent attendait Amélie près du grand chêne à l'entrée du sanctuaire. Une dizaine d'enfants de la communauté gitane des environs, venus pour leur leçon hebdomadaire gratuite. Ces sessions étaient devenues l'un des aspects les plus gratifiants de son travail. Ces chevaux portent notre histoire dans leur cœur, expliqua-t-elle aux enfants attentifs, tandis qu'ils observaient Cheval Noir paître paisiblement à distance. Prendre soin d'eux, c'est honorer nos ancêtres et leur connexion spéciale avec ces animaux. Elle leur enseignait les bases des soins équins, mais aussi les traditions de leur peuple, les chansons anciennes, les histoires presque oubliées qui parlaient du lien entre les Roms et les chevaux à travers les siècles. Pour ces enfants souvent marginalisés dans le système scolaire traditionnel, ces moments représentaient une rare occasion de fierté culturelle. Le soir venu, seule dans sa roulotte qu'elle avait installée à l'orée du sanctuaire, Amélie ressortit les documents que Claude lui avait confiés. Elle les avait étudiés 100 fois, cherchant comment utiliser cette information. Les noms des membres du consortium, les dates, les transactions financières qui avaient suivi l'incendie, tout était là, formant un dossier accablant contre Laroche et ses associés. Une simple visite au procureur de Marseille pourrait déclencher une enquête criminelle. La prescription n'était pas atteinte pour un crime aussi grave. Laroche pourrait tout perdre, sa réputation, sa liberté, son empire commercial. Pourtant, quelque chose retenait Amélie. Était-ce la peur des représailles? La conscience que rouvrir ses blessures ne ramènerait pas sa famille? Ou peut-être la réalisation que le sanctuaire lui-même, cette transformation d'un lieu de douleur en espace de guérison, constituait déjà une forme de justice plus profonde que toute condamnation légale? Elle fut tirée de ses réflexions par un hennissement familier. Sortant de sa roulotte, elle aperçut Cheval Noir qui l'attendait dans la lumière déclinante, comme s'il avait senti son trouble. C'était devenu une habitude entre eux, ces visites crépusculaires, où les talons venaient librement la trouver, inversant les rôles traditionnels entre humain et animal. Amélie s'approcha et posa son front contre celui du cheval, respirant son odeur chaude et réconfortante. Dans ces moments, les mots devenaient superflus. La compréhension mutuelle qui s'était développée entre eux transcendait le langage humain. En examinant l'antérieur droit de Cheval Noir, Amélie écarta délicatement les crins pour révéler la petite marque en forme d'étoile qu'elle avait toujours attribuée à une tache de naissance naturelle. Maintenant, avec un regard neuf, elle reconnaissait le symbole stylisé du cirque de sa famille, une étoile à 8 branches, partiellement effacée par le temps mais toujours visible pour qui savait regarder. « Comment ai-je pu ne pas te reconnaître ?» murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Tu étais là tout ce temps, un fragment de mon passé que je croyais entièrement perdu. » Le lendemain matin, après une nuit de réflexion intense, Amélie prit sa décision. Elle traversa les marais jusqu'au Haras du Soleil, demandant à voir Monsieur Laroche en personne. Contrairement à ses tentatives précédentes, on la fit entrer immédiatement. Son statut avait changé depuis l'inauguration du sanctuaire. Le bureau de Laroche n'avait pas changé, toujours aussi imposant, calculé pour impressionner et intimider. L'homme lui-même semblait pourtant différent, légèrement vieilli, comme si les événements récents avaient laissé leur marque sur lui. « Mademoiselle Dubois », la salua-t-il avec une politesse forcée. « Que me vaut cette visite inattendue ?» Sans un mot, Amélie déposa les documents sur le bureau massif, les étalant méthodiquement devant lui. Le visage de Laroche se décomposa progressivement à mesure qu'il en saisissait la signification. Il passa par plusieurs expressions, d'abord l'incrédulité, puis la peur, et finalement une résignation amère. « Ces papiers pourraient vous détruire », dit simplement Amélie. « Une enquête criminelle pour incendie volontaire ayant causé mort d'homme, fraude immobilière, complicité. La prescription n'est pas atteinte. » « Que voulez-vous » demanda Laroche, sa voix habituellement assurée réduite à un murmure tendu. « Je ne veux pas vous détruire » répondit Amélie,
surprenant peut-être autant la roche qu'elle-même. « Je veux honorer ceux que nous avons perdus. Le sanctuaire doit s'agrandir, et les enfants gitans méritent une éducation qui respecte leur culture. » Dans les heures qui suivirent, un nouvel accord prit forme, bien différent du premier, négocié 6 mois plus tôt. La Roche signa des documents de financement permanents, doubla la surface de terre allouée au sanctuaire, et s'engagea à établir une fondation éducative pour les enfants des communautés itinérantes de la région. « Pourquoi ne pas me dénoncer simplement ?» demanda-t-il finalement, signant le dernier document. « Vous auriez pu tout me prendre. » Amélie considéra la question, parce que transformer la douleur en quelque chose de constructif est plus difficile et plus important que la vengeance. Cheval Noir m'a enseigné cela. Quelques jours plus tard, au crépuscule, une cérémonie inhabituelle se préparait dans les plaines de Camargue. Marcel et d'autres anciens de la communauté gitane disposaient des cercles de pierre sur un terrain légèrement surélevé, allumant des petits feux et parsemant le sol de fleurs sauvages. Des familles entières s'étaient rassemblées, certaines venues de loin après avoir entendu parler du miracle d'Arles. Au centre de cet espace cérémoniel se tenaient Amélie et Cheval Noir. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, l'étalon ne portait absolument rien, pas même le licol simple qu'il acceptait occasionnellement. Il était exactement comme la nature l'avait créé, sa crinière libre ondulant dans la brise du soir. « Ce rituel est ancien », expliqua Marcel à l'assemblée. « Nos ancêtres le pratiquaient quand un cheval avait servi honorablement et méritait de choisir son propre chemin. » Amélie caressa une dernière fois l'encolure puissante de l'étalon, puis se pencha pour murmurer à son oreille des mots que personne d'autre n'entendit. Puis, doucement, elle fit un pas en arrière, s'éloignant de l'animal qui avait changé sa vie. Cheval Noir resta immobile un moment, comme s'il évaluait cette nouvelle liberté absolue. Puis, avec une grâce majestueuse, il s'éloigna au petit trot vers les plaines où les célèbres chevaux blancs de Camargue vivaient en semi-liberté. Amélie le regarda partir, son cœur partagé entre la tristesse et une joie profonde. Marcel s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il reviendra », dit-il avec certitude. « Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le choisira. » Sous le vaste ciel de Provence, où le fleuve Rhône rencontrait la Méditerranée, Amélie observait Cheval Noir galoper librement pour rejoindre les chevaux blancs sauvages, sachant qu'il reviendrait à l'aube par choix, tout comme elle-même avait finalement choisi de renouer avec ses racines, non comme victime d'une tragédie, mais comme gardienne d'une tradition qui enseignait la plus puissante des vérités. La confiance, non la force, est le langage que tous les êtres comprennent au plus profond de leur cœur. Sous le vaste ciel de Provence, où le fleuve Rhône rencontrait la Méditerranée, Amélie observait Cheval Noir galoper librement pour rejoindre les chevaux blancs sauvages, sachant qu'il reviendrait à l'aube par choix, tout comme elle-même avait finalement choisi de renouer avec ses racines, non comme victime d'une tragédie, mais comme gardienne d'une tradition qui enseignait la plus puissante des vérités. La confiance, non la force, est le langage que tous les êtres comprennent au plus profond de leur cœur. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette cérémonie de libération, transformant le modeste projet initial en une réalité florissante qui dépassait les rêves les plus ambitieux d'Amélie. Le sanctuaire du cheval libre s'étendait désormais sur plus de 10 hectares de terre marécageuse, accueillant une vingtaine de chevaux rescapés d'histoires diverses, mais uniformément douloureuses. Comme Amélie l'avait prédit, Cheval Noir était revenu au matin suivant sa libération, et chaque jour depuis, il choisissait de partager son temps entre la liberté sauvage des marais et la sécurité du sanctuaire. Par un matin lumineux de printemps, Amélie guidait un nouveau groupe de visiteurs le long des sentiers aménagés qui serpentaient entre les enclos naturels. Parmi eux se trouvèrent des professeurs de l'école vétérinaire de Lyon, venus observer ces méthodes non conventionnelles qui commençaient à attirer l'attention du monde académique. Ce que vous voyez ici contredit les théories dominantes sur le comportement équin, expliquait-elle, s'arrêtant près d'un enclos où une jument émaciée, récemment sauvée d'une ferme abandonnée, observait les humains avec méfiance. Nous ne pratiquons aucune forme de contrainte. La guérison vient du rétablissement de leur capacité à choisir, à dire non, avant qu'ils puissent dire oui. Elle sortit sa flûte, non plus celle de son père, mais l'instrument ancien que Marcel lui avait confié, et finalement offert, et commença à jouer une mélodie douce. La jument,
qui refusait tout contact depuis son arrivée 3 jours auparavant, dressa les oreilles, son attention captée par cette communication inattendue. La musique, poursuivit Amélie après avoir joué quelques minutes, crée un espace entre nous qui n'est ni menaçant ni exigeant. C'est une présence sans demande. Un professeur barbu prit des notes frénétiquement. Vos résultats défient toute explication conventionnelle. Des chevaux considérés irrécupérables par des experts reconnus répondent à vos méthodes en quelques semaines. Amélie sourit légèrement. Parce que nous ne cherchons pas à les réparer. Nous leur offrons simplement l'espace pour se reconstruire eux-mêmes. Au-delà des visiteurs académiques, le sanctuaire attirait désormais un flux constant de touristes alternatifs, lassés des attractions traditionnelles et cherchant une expérience plus authentique. À l'entrée, une modeste boutique vendait des produits artisanaux fabriqués par la communauté gitane locale, dont les bénéfices financèrent les soins vétérinaires et la nourriture des animaux. L'après-midi, alors que les visiteurs se dispersaient, Amélie retrouva un groupe d'enfants gitans pour leurs leçons hebdomadaires. Ce programme éducatif, financé par la fondation établie suite à son accord avec La Roche, était peut-être sa plus grande fierté. « Montrez-moi comment vous approchez un cheval qui a peur », demanda-t-elle à Sarah, une fillette de 9 ans aux yeux vifs et au caractère déterminé. L'enfant s'accroupit immédiatement, se faisant plus petite, et détourna son regard. « Je me fais petite et je ne le regarde pas directement. Je respecte sa bulle. »« Exactement, » approuva Amélie. « Et pourquoi est-ce important ? » ?»« Parce que les chevaux sont des proies, » répondit fièrement un garçon plus âgé. « Dans la nature, être fixé du regard signifie qu'un prédateur vous cible. » Ces enfants, souvent marginalisés dans le système scolaire traditionnel, s'épanouissaient dans cet environnement qui valorisait leur héritage culturel. Ils apprenaient non seulement à soigner les chevaux, mais aussi l'histoire de leur peuple, les chansons traditionnelles, les savoirs ancestraux sur les plantes médicinales et les cycles naturels. Ces animaux portent notre histoire, expliqua Amélie en conduisant les enfants vers un nouvel enclos où 2 poneys convalescents se reposaient à l'ombre. Nos ancêtres ont voyagé avec eux à travers l'Europe pendant des siècles. Prendre soin d'eux, c'est honorer cette connexion. Le soir venu, après le départ du dernier visiteur, Amélie s'accorda un moment de solitude près de l'étang principal. Le soleil couchant teintait l'eau de reflets dorés, tandis que les chevaux libres du sanctuaire venaient s'abreuver avant la nuit. Parmi eux, Cheval Noir se distinguait toujours par sa présence majestueuse et sa connexion particulière avec Amélie. L'étalon andalou avait connu une transformation remarquable depuis leur première rencontre dans ce box sombre du Haras du Soleil, Antadi. Son pelage noir brillait désormais d'une santé retrouvée, ses muscles s'étaient redéveloppés harmonieusement, mais c'était dans son regard que le changement était le plus frappant, cette lueur de confiance tranquille qui avait remplacé la terreur et l'agressivité défensive. Comme s'il sentait ses pensées, Cheval Noir s'approcha d'Amélie, posant doucement son museau contre son épaule, un geste d'affection qu'il n'accordait qu'à elle. Elle caressa son encolure, sentant sous ses doigts les cicatrices anciennes qui ne disparaîtraient jamais complètement, témoignage permanent des souffrances passées. « Nous portons tous nos cicatrices », murmura-t-elle en romani. « Elles racontent notre histoire, mais ne définissent pas notre avenir. » Une voiture approchant par le chemin de terre interrompit ce moment paisible. Amélie reconnut le véhicule de Madame Rousseau qui venait régulièrement superviser les comptes de la Fondation et apporter son soutien moral. « J'ai des nouvelles intéressantes », annonça l'élégante dame en descendant de voiture. « L'Université de Montpellier souhaite documenter vos méthodes pour un programme de recherche sur le bien-être animal. Et ce n'est pas tout. Le ministère de l'Agriculture envisage d'utiliser le sanctuaire comme modèle pour de nouvelles directives sur le traitement des chevaux de spectacle. » Ces nouvelles auraient dû réjouir Amélie sans réserve, mais Madame Rousseau remarqua son expression mitigée. « Quelque chose vous préoccupe, ma chère ?» Amélie soupira, observant les derniers rayons du soleil qui s'attardaient sur les marais. « Plus nous grandissons, plus nous nous institutionnalisons. Je crains parfois que l'essence de ce que nous faisons ne se perde dans les rapports et les protocoles. » Madame Rousseau sourit avec compréhension. « C'est le défi de toute vision qui prend de l'ampleur. Trouver l'équilibre entre l'authenticité et l'influence. » Elles marchèrent ensemble jusqu'à la petite maison en bois qu'Amélie avait construite à l'orée du sanctuaire, remplaçant sa vieille roulotte devenue trop exiguë pour ses nouvelles responsabilités.
À l'intérieur, des traces de son héritage gitan restaient omniprésentes. Tissus colorés, herbes séchées suspendues aux poutres, objets anciens chargés d'histoire familiale. Le lendemain matin, un visiteur inattendu se présenta aux portes du sanctuaire. Jean-Philippe Laroche, neveu de Philippe, se tenait là, visiblement nerveux et incertain de son accueil. La cicatrice sur son front, souvenir de sa chute spectaculaire lors du rodéo, brillait légèrement sous le soleil matinal. « Bonjour Amélie », dit-il avec une humilité qui contrastait fortement avec l'arrogance qu'il affichait autrefois. « Je peux vous parler un moment ?» Ils marchèrent en silence jusqu'à un banc rustique qui offrait une vue panoramique sur les enclos. Au loin, Cheval Noir galopait librement avec 2 juments camarguaises, image parfaite d'une liberté reconquise. « J'ai quitté le haras de mon oncle », annonça finalement Jean-Philippe. Je ne pouvais plus cautionner ses méthodes après avoir vu ce qui est possible autrement. Amélie l'observa attentivement, cherchant la sincérité derrière ses paroles. « J'ai créé une petite école d'équitation près de Montpellier, » poursuivit-il. « J'essaie d'appliquer ce que j'ai appris de vous, enfin, de votre exemple. Je me demandais si je pourrais parfois venir observer vos méthodes plus en détail. » Cette demande, venant de l'homme qui avait incarné tout ce qu'elle combattait, aurait semblé impensable quelques mois plus tôt. Pourtant, Amélie y perçut une opportunité que sa sagesse nouvellement acquise ne pouvait ignorer. « La transformation ne s'arrête jamais à une seule personne ou un seul animal, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Vous serez le bienvenu ici, à condition de venir en apprenant, non en jugeant. » L'après-midi même, une cérémonie particulière était prévue. L'accueil officiel d'un nouveau groupe de chevaux secourus d'un centre équestre en faillite. Marcel et plusieurs anciens de la communauté gitane avaient préparé un rituel de bienvenue, allumant des petits feux purificateurs et dispersant des herbes aromatiques pour apaiser l'esprit des animaux traumatisés. « Nos ancêtres croyaient que les chevaux portent les âmes des vents », expliqua Marcel aux bénévoles assemblés. « Ces créatures arrivent ici avec les souvenirs de leurs souffrances. Le feu et les herbes aident à purifier l'air qu'ils respirent, leur offrant un nouveau départ. » Amélie observait cette scène avec une émotion particulière, consciente du chemin parcouru depuis cette nuit d'orage où elle avait risqué sa vie pour réconforter un étalon terrorisé. Le sanctuaire était devenu bien plus qu'un refuge pour animaux maltraités. Il représentait une vision alternative de la relation entre humains et chevaux, entre tradition et modernité, entre marginalité et reconnaissance. Dans un coin isolé du sanctuaire, elle avait créé un petit mémorial pour sa famille disparue, non pas un monument triste, mais un espace vivant planté d'herbes médicinales et de fleurs sauvages, où des rubans colorés dansaient dans la brise, rappelant les décorations festives des caravanes gitanes. Cheval Noir s'approcha silencieusement, comme il le faisait souvent lorsqu'elle visitait cet endroit. L'étalon semblait comprendre la signification particulière de ce lieu, adoptant toujours un comportement plus doux, presque révérencieux. « Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas ?» murmura Amélie, caressant son chanfrein. « Quelque part dans ta mémoire, tu portes aussi leurs souvenirs. » Le soleil commençait à décliner lorsqu'Amélie décida d'offrir aux nouveaux arrivants un rituel d'accueil plus personnel. Montant Cheval Noir sans selle ni bride, simplement guidée par le poids de son corps et des indications murmurées, elle conduisit le petit troupeau de chevaux rescapés vers les plaines inondées de Camargue. Là, sous le ciel immense où les nuages s'embrasaient des teintes du couchant, elle leur offrit leur premier galop en liberté. Les chevaux blancs sauvages de la région, curieux, s'approchèrent progressivement, créant un spectacle saisissant. Chevaux domestiques et sauvages, mêlés dans une course improvisée qui semblait incarner l'essence même de la liberté retrouvée. « Tu n'es plus un esclave, et je ne suis plus une étrangère », murmura-t-elle à l'oreille de Cheval Noir, tandis qu'il galopait côte à côte avec les nouveaux venus. « Nous sommes libres ensemble.